Derek Morin, bienvenue sur Ça se passe. Hey, merci de me recevoir, François. Ça me fait plaisir, man. Je suis content qu'on ait le temps de parler de long et en large. Fuck, je me suis trompé. Comment tu dirais ça? En long et en large? En long et en large. C'est un peu bizarre comme expression quand tu y penses. Hein? Ouais. Là, tu veux-tu recommencer ce bout-là? Ou... Non, man. OK, cool. On le garde dedans. Je m'en crisse. C'est mon dernier de la semaine. On est vendredi soir. Ouais. Je me permets. Non, mais ce que je veux dire, c'est là, on va avoir du temps pour se parler. La première fois qu'on s'est rencontrés, on était un peu genre pressés. Puis je demande tout le temps aux guests de expliquer c'est comment on s'est rencontrés. Fait que je te laisse y aller. On s'est rencontrés au Web à Québec. Exact. Tu as fait un podcast avec François-Dec Bérubé. Ouais. Puis tout de suite après, on s'est assis sur un divan inconfortable, qu'on avait comme de la misère à se parler parce que le divan il était en diagonale de même. Puis là, moi, je me rappelle, j'avais mal au dos juste à te regarder, mais on a connecté pareil. On a bandé, puis on a parlé de... Exact. Je pense que tu avais écouté un peu l'audiobook de... Ouais. Parce que ce qu'on partage comme point commun, ben, les deux, je pense qu'on a une appréciation, une camaraderie avec Anthony Vandram, qui est le personnage derrière le fameux psychopathe billionnaire sur Internet, FDB. D'ailleurs, il y a encore plein de monde qui ne catch pas hein, que c'est une joke. Ben, je pense pas que c'est une joke. Okay. Bon, il s'est fait converser. Good. Fait que, toi, qu'est-ce que tu faisais là au Web à Québec, dans le fond? Ben, moi, j'ai rencontré Anthony sur un podcast. Okay. Ça c'était assez drôle. Dans le fond, moi, j'étais sur un podcast, puis l'invité qui suivait, c'était François-Dec Bérubé. Okay. Puis là, il est arrivé un peu d'avance, puis là, il avait pas bouffé. Fait que là, on s'est dit, hey, on va partager un cuisse poitrine chez Saint-Hubert. Okay. Puis on a commencé à jaser. Lui, il connaissait Tabarnap, la business d'application Shopify que j'ai vendue. Ouais. Parce que Poche et Fils était client, genre, d'un début de notre app, 2016-2017. Je savais pas ça. Ouais. Puis, ils servaient de l'app pour automatiser toutes leurs promotions, leurs coupons rabais. En tout cas, on en reviendra à ça. Ouais. Puis là, on a commencé à jaser. Il a dit, hey, je fais un show 2C Montréal. Genre, ouais, là, j'ai acheté un de ses 2 billets to the top. Là, il était là, ah, cool. Là, il m'a fait une story pour le livre Fin heureuse. Puis après ça, on a commencé à jaser. OK. Puis ça a commencé. C'est une belle rencontre de hasard, man. Ouais. C'est cool. Ouais. Je demande tout le temps aux guests de faire une espèce de portrait rapide de leur background pour qu'on puisse catcher à quel genre de personnage on parle. Fait que je te laisse y aller. Ben écoute, moi je suis un petit gars de Mont-Saint-Hilaire en banlieue de Montréal. J'ai vécu là 25 ans. J'ai étudié au Saguenay en journalisme. J'ai fait une technique en ATM. OK. À l'université, j'ai étudié en économie à l'Université de Laval. J'ai fait une session à Montréal. Après ça, j'ai déménagé à Québec avec un de mes amis là-bas qui avait... Du coup, ça allait mal avec sa blonde. J'ai pris la place de sa blonde qui est partie. Bref, ça, c'est une longue histoire. À Québec, man, je dormais entre le calorifère puis la porte gelée. Fait que j'avais chaud puis froid à terre, en tout cas, dans un petit appart. T'étais où à Québec pour dans la pyramide. Oh, c'est bon. Ouais. Fait, j'ai pas été là longtemps parce que les cours en ligne commençaient puis j'avais choisi économie parce que c'était un domaine que je pouvais faire juste 2 examens puis jamais me présenter d'un cours. Un examen de midi-session puis un examen de fin. Okay. Fait que moi, j'avais choisi ça parce que je travaillais 40 heures au Québec, au Québécoin. Au Québécoin, ouais, je me rappelais plus. Un des hôtels Jarreau. OK. Ouais, je travaillais là, je faisais des banquets comme serveur, comme boss boy, puis... ouais. Mais là, tu me demandais mon background. Fait que là, j'ai fini mes études là. J'ai commencé un MBA parce que je voulais me partir une business. Puis, j'ai rapidement été déçu ou ça a pété ma bulle du fait que je pensais qu'au MBA, c'était du monde... MBA entrepreneurship, je pensais que c'était du monde qui voulait se partir une entreprise, mais c'est pas ça. Ça, j'ai compris. Non, c'était pas des consultants, c'était tout du monde qui voulait le papier de MBA pour avoir une meilleure job dans leur job actuel, dans le fond. Juste monter de grade. Fait que c'était tous des gens super compétents, super intelligents, mais qui n'avaient pas le désir puis la drive de partir de quoi. Puis moi, j'avais 23, 24 ans, puis j'avais envie de me partir de quoi, parce qu'avant ça, j'avais parti une petite business de paysagement avec mon frère. En fait, c'est mon frère qui avait parti ça. Moi, je m'étais joint, on faisait des haies, on tondait des gazons, on aménageait.
Mais rapidement, ça a quand même grossi. Là, on avait des clients comme Shell, Ultramar. On faisait du commercial, l'usine d'épuration des eaux. Fait que, on avait une couple d'employés. Puis ça, bon j'aimais bien ça. B2B. Ouais. Là, on est parti d'être là. Ouais, au lieu de faire monsieur, madame, tout le monde, j'avais rapidement compris que le récurrent et la stabilité était dans faire des dépanneurs à la place. Fait que c'est ça. J'ai parti... j'ai quitté le MBA, j'ai drop out. Dans le fond, j'ai jamais fini. Il me manquait pas tant de crédits, genre peut-être 9, là, genre coupe de cours. Puis j'ai démarré une agence web pour la simple et bonne raison que j'avais un intérêt. J'avais touché un peu à ça au cégep. Puis je jugeais, puis je pense que j'avais raison, que la seule façon de faire de l'argent avec zéro de capital, c'était dans un monde comme le web que je pouvais scaler quelque chose avec très peu de capital. Ouais. Parce que le code et les pixels, ça scale plus facilement que genre les atomes. Mais encore plus aujourd'hui avec l'AI, mais... Ouais, vraiment. Ouais. T'as raison. Fait que, OK, fait que là, est-ce que quand tu startes l'agence web que tu viens de mentionner, ça s'appelle déjà Tabarnap? Non. OK. Non, en fait, il y a un de mes chums, il a dit tu pourrais appeler ça Démo Web, Derek Morin Web, Démo Web. Genre, c'est une bonne idée. Sure. On a appelé ça de même. OK. Puis, c'est ça s'appelait de même. Puis, tu sais, on faisait vraiment basic, là, des sites web avec WordPress. Ouais. Puis un peu de marketing, mais surtout du email marketing avec MailChimp. C'était pas mal ça. OK. Mais c'était un besoin que toutes les PME avaient besoin d'un site web puis d'envoyer des infolettes. Comment tu trouvais les clients à ce moment-là, mettons? Dans quel sens? Comment est-ce que tu les démarchais? OK, pas comment t'es trouvé. Non, je veux pas savoir la première cliente que j'ai trouvée, c'était en fait la toute première cliente que j'ai prétendu avoir une business. J'étais au Presse Café. Ouais. Puis elle parlait au téléphone qu'elle avait besoin d'un site web. Puis j'ai dit, comme je suis capable de faire ça. Je me suis assis avec, puis je pense que c'était genre un contrat de 2000$ direct là. Je suis sorti du Presse Café, puis j'avais une business. Incroyable. J'avais comme fake it till you make it. C'était pas mal toute la bullshit ce que j'y avais dit, mais on lui a fait son site, puis... OK. Tu te rappelles si c'était une business de quoi qu'elle avait? Bonne question. Je pense que c'était une courtière hypothécaire. OK. Ouais. OK. Fait que là, tu runs ça pendant combien de temps, mettons? Ça a commencé en fin 2011. Après ça, on a roulé ça jusqu'à 2020 quasiment, tu sais, qu'on avait encore des clients. Là. Mm-hmm. Mais entre ça, on a essayé, quand je dis on, parce que là, ça a grossi, j'avais un partner, j'ai eu un autre partner en Roumanie, à Bucarest. On a ouvert un bureau là qui faisait les sites web au lieu de les faire ici. Okay. Le rapport qualité-prix était meilleur, la qualité était bonne. On a essayé plein d'autres pays en Europe, en Asie. Puis la Roumanie, on avait un bon fit. J'ai trouvé un partner là, on a ouvert un bureau là, on était rendu à 6 personnes qui développaient là-bas. Okay. Puis à travers ça, on faisait nos produits parce qu'on avait du temps libre. Tu sais, quand tu es une agence de service, tu veux faire tes produits puis être moins dépendant de clients. Puis il y en a des clients qui, à la longue, c'est un peu chiant. Là, pareil, tu es à la merci de leurs demandes puis de « change la couleur du footer! » Puis c'est ça, en 2016, le 4 août 2016, je me rappelle exactement de la date parce que je l'ai écrit dans le livre, on a été approuvé par Shopify puis on a lancé une app qui s'appelait Automatic Discount qui venait automatiser l'application. À la base, c'était juste générer un code de coupon rabais lié à une URL. Là. C'est assez simple, puis même ça a l'air quasiment... C'était pas une feature dans Shopify. Ça n'existait pas dans Shopify, puis tout le monde était là... WTF, pourquoi ça n'existe pas? Magento l'offre, WooCommerce l'offre, puis là, nous, on faisait juste lire les forums puis dire comment ça n'existe pas, on va faire ça. Fait que là, Démo Web, c'était-tu encore la coquille ou la compagnie sous laquelle tu opérais? Mm-hmm. Puis est-ce que Tabarnap, qui est... est-ce que c'était une entité corporative distincte? C'est la même entité corporative. Okay. Légalement, c'était la même affaire. C'est bon. Qui est opérée sous 2 noms différents. C'est bon. Ouais. Puis là, OK, parfait. Ben, on va revenir à toute cette espèce de transition-là, mais Automatic Discount, ce n'était pas le seul produit, mettons, que vous avez essayé de faire ou fait? Non, en fait, on a fait au total 6 applications sur Shopify. On a bâti 2 templates, 2 thèmes, dont un qui s'est vendu à
plus de 1300 quelques unités là, à 199 pièces, 197 pièces US chaque. Fait que premium stuff quand même là, pour ouais, les thèmes exact. Puis tu sais, là, dans le fond, nous autres, on upsellait le monde qui avait le thème avec l'app avec le thème, vice-versa. Puis on avait essayé de rentrer sur le marketplace de Shopify, mais c'était assez serré puis assez tough rentrer, surtout à l'époque. Je ne sais plus maintenant comment c'était. Fait que non, c'est ça, on a essayé plein de produits, mais la première app Shopify qu'on a faite, c'était Automatic Discount. Quand on a vu que ça a bien fonctionné, on pensait pouvoir répliquer ce succès-là. On était un peu naïf. On avait sous-estimé qu'on avait le meilleur timing, on avait un gros besoin, une capacité de payer, un désir de payer, etc. Toutes les recettes pour avoir un product market fit, on l'avait, mais sans savoir c'était quoi un product market fit. Fait qu'on s'est dit, hey, il n'y a pas beaucoup d'apps. À cette époque-là, en 2016, il y avait peut-être 500 à 800 apps sur le marketplace de Shopify. Maintenant, il doit en avoir en haut de 10 000. J'ai checké l'année passée, il y en avait 8 000 cucs. Fait que ça a grossi. C'est un peu comme si tu étais sur le App Store de Apple puis tu étais, je sais pas moi, la première app de sommeil ou de météo avant qu'il y a... c'est sûr que là, c'est facile à... Puis nous, on était les seuls à l'époque qui faisaient ça. Si tu voulais créer des règles d'achat selon ce que tu as dans le panier, selon de où la personne vient, selon c'est qui achète, donner un buy one, get one, un rabais X. On était la seule app qui faisait ça. Fait que ça a grossi assez vite. Là. Dans les 4 premiers mois, on est monté à plus de 1200 utilisateurs payants. Laisse-moi prendre un pas de recul. Vas-y. Parce que j'ai une couple de points d'interrogation qui apparaissent quand tu comptes ça. Le premier, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire du produit tout court? C'était juste le classique, on aimerait mieux dépendre d'un revenu, genre avec du monde en self-serve, puis un revenu récurrent, puis pas avoir à renouveler des contrats ou vendre des nouveaux contrats, puis gérer des clients à proximité. C'était pas mal ça, là? Oui, il y a cette partie-là, mais il y a 2 autres raisons, je te dirais. Tu sais, oui, tu veux être indépendant, tu vas avoir ton propre stuff, comme tu dis. L'autre raison, c'est que tu as du monde dans l'équipe qui sont vraiment calés techniquement, qui veulent plus faire des sites WordPress. Là, n'importe qui peut faire ça, même si tu n'as pas un background technique. Okay. Puis la troisième raison, c'était la seule chose qu'on savait qui avait de la valeur éventuellement, que ce soit pour la revendre ou pour, mettons, faire 1 million de profit, mettons. On savait qu'avec l'agence, tu veux faire plus de sites web, ça te prend plus de gens. Là, maintenant, c'est peut-être moins vrai que le AI, mais à l'époque, c'est comme... C'est labor intensive, puis c'est ça, c'est corrélé. Alors que l'autre, tu sais, là, tu commences à lire des histoires que il y a, je sais pas moi, 13 personnes qui ont créé... Instagram était à 13, ils ont vendu pour 1,4 milliard. Là, tu commences à te dire, OK, pourquoi moi, je n'essaye pas de faire une app sans avoir la prétention de vendre à Meta? Là, mais... Non, je comprends. OK, parfait. Fait que cette motivation-là, on la comprend, elle fait du sens. Après, mon point d'intégration, c'est il y a plusieurs personnes dans votre position qui auraient dit, ben justement, on a des devs qui ont des skills techniques, on a de l'ambition, on va faire un SaaS, une application web à part entière, vraiment genre from scratch. Ouais. On va pas nécessairement créer un logiciel ou un produit par-dessus une plateforme existante comme Shopify. Fait que vous, c'est comment que cette espèce d'arbre décisionnel-là s'est passé? On a essayé de faire ce que tu as dit. On a essayé au moins 2 fois que je me souviens, peut-être plus. En 2013, on avait lancé un SaaS qui gérait toutes les feuilles de temps d'un chantier de construction. Okay. On avait fait une app mobile qui, à l'époque, c'était comme on était trop en avance sur notre temps. C'est pas tout le monde qui avait des iPhones, du coup, pas beaucoup de monde. Ouais. Le réseau, la consommation de la batterie, il y avait plein de facteurs techniques, la géolocalisation qui grugeait tout ton juice. Mais ça, c'était un SaaS que certaines entreprises payaient assez cher pour ça parce qu'eux, ils voyaient la valeur. Mais là, nous autres, on avait peut-être un peu trop en avance sur le marché. Moi, j'ai pas tant d'intérêt ou de passion pour le domaine de la construction. C'est souvent des payeurs que, en tout cas, bref, il y a des projets. C'est ça. Puis, on était aussi partner avec une autre business de construction qui, elle, la demande à la base venait de ce client-là qui était notre client. Puis, il a dit, hey, on peut-tu faire un SaaS puis être partner là-dedans? Fait que là, moi, j'étais comme, ben là, on est 50-50 là-dedans. Fait que déjà, la structure était mauvaise. C'est qui prend les décisions. Lui, il voulait tel feature. Ouais, mais là,
peux pas faire ça parce que là, c'est plus une utilisation de masse, c'est bien trop personnalisé pour votre entreprise. Je comprends. Fait que là, ça, c'était l'essai numéro 1. On a refait la même affaire avec un bureau de notaire. OK. En fait, eux, on leur a bâti un logiciel. On n'avait pas de part au départ, mais moi, dans mon idée, c'était comme si ça grossit, ils vont avoir besoin d'aide. Fait que je vais comme leur proposer d'avoir des parts. Puis, dans le fond, le logiciel, ça gérait une succession de A à Z. OK. Mettons, tes parents décèdent. OK, là, tu veux aller voir le notaire. Ben, en fait, le SaaS était pour les notaires qui, eux, allaient l'utiliser, vraiment B2B, pour s'occuper de ta succession de A à Z. Ouais. Puis c'était comme divisé en 14 étapes. Moi, j'ai tout appris sur ce domaine-là. C'était assez fou. Fait que, pour répondre à ta question, on a essayé de faire ça. On s'est rendu compte que c'était tough. Ouais. Puis, au niveau de la... C'était pas du dog fooding aussi, je voudrais juste mentionner. C'était pas vos problèmes, c'était des problèmes de clients. Exact. Right? Exact. OK. Mais, tu sais, en même temps... C'est pas pour dire qu'un type de problème est mieux que l'autre. C'est plus pour dire que je pense qu'il y a plus... mais je pense que tu as raison. La motivation n'était pas là. Si moi, j'avais vécu le problème, j'aurais bien plus chippé in de mon skin in the game, tant, mon énergie, mon argent dans ça. Alors que là, moi, si Marc perd sa feuille de temps, je m'en sac. Tu comprends? Ouais. Fait que là, on s'est dit, on va faire un autre projet. C'est ça qu'on a essayé de faire. Moi, je suis rentré dans Founder Institute, qui est un incubateur de start-up. Je sais quoi, ouais. Ils ont des chapitres un peu partout dans le monde. C'est assez gros. Mais ça, c'est vraiment genre, tu rentres là, tu sais, vraiment avant, mettons, Founder Fuel, tout ça, tu n'as pas de business encore, tu n'as pas de product market, tu n'as rien, tu as une idée, mais tu veux faire une startup. Là, on était 120 au début, puis à la fin, après 3 mois, il en restait 11. Soit le monde lâche ou sont Personne coupés. ou compagnie? Personne. Mettons, toi, tu as une idée, là, mettons que tu n'as pas fait ton exit, tu commences, puis tu veux rentrer dans l'écosystème des startups, puis tu veux avoir des mentors, tu veux peut-être éventuellement avoir du financement, bien, Founder Institute, eux, ils offrent ça. OK. C'est très early. Là. C'est très, très early. Ça existe. Il n'y a même pas un MVP de fait encore. Non. C'est genre un PDF. C'est même pour ça pas, que tu as là. un gros churn. Là, genre, la majorité du monde, c'est juste des idéalistes. Exact. Pas... Tu sais, ils te chargent, je pense, c'était 1200$ que tu payes. OK. Puis à la fin, si tu crées une business puis restes jusqu'à la fin, ils prennent des options pour éventuellement convertir. Exact. Mais là, Derek, comment tu as trouvé ça, toi? Genre, comment tu as découvert ça? En ligne, je pense. OK, t'étais comme shit, j'ai besoin d'un genre de cadre si je pour faire ça puis que ça marche. Ben là, ça faisait une couple de choses qu'on essayait, ça marchait pas. Moi, je me suis dit, crème, puis je pense encore de même. Genre que je pense que j'ai la majorité du temps tort ou que je suis ignorant, fait que je veux apprendre. Puis là, je me suis dit, crème, eux autres, ils en savent plus que moi, c'est sûr. Une manière éloquente de dire ça, parce que je pense la même chose de moi, by the way. Hein. Fait que j'appelle ça être éternel étudiant. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'aime ça apprendre, j'aime ça lire, j'aime ça écrire. Puis ça, c'était comme, OK, je vais aller là. Là, on avait un projet, on avait appelé ça Walsh. Dans le fond, nous autres, on voulait faire un genre de Wall Street avec le commerce en ligne, c'est-à-dire rendre l'expérience du commerce collective. Genre que selon les actions que toi, tu fais, partager, acheter, ça avait un impact en temps réel sur le prix pour tout le monde. Mais là, ça, c'était un projet ambitieux parce que là, on venait essayer de compétitionner Shopify, genre, tu sais. Ouais. Fait que là, c'était comme, mais ça, à l'époque, je ne le savais pas, là, comment j'étais. Probablement une des pires idées de 2016-2015. Mais ça, je ne le savais pas. Quand je sais pas, dedans... il y avait aussi élire Trump en 2016 qui était pas pire. Ah, mais là, ça, je n'embarquais pas dans la politique. Ah, non, mais je m'excuse. En faisant ça, qui a échoué évidemment, ça nous a amené à dire, hey, on veut faire ça, on l'a splitté en 3 genres de MVP. Le premier morceau de robot qu'on a besoin, c'est d'être capable d'appliquer un code de coupon rabais. OK, c'est là que ça arrive. Puis là, on est allé dans les forums, puis là, c'était un des sujets qui revenait le plus souvent. Là, moi, j'ai dit à mon partner Bogdan, j'ai dit, hey, comment ça? Tu sais, lui, il dit, ben voyons, non, c'est impossible, ça se fait pas. Puis là, il était là, même l'API le permet pas. Ouais. Puis là, j'étais OK, on peut-tu trouver, je sais pas moi, backdoor, essayer d'appliquer des codes ou tout ça. Finalement, on a trouvé une façon. Puis d'ailleurs, l'ingénieur de Shopify à Shopify Unite, il était venu me voir comment vous avez fait. Je peux pas te le dire parce que tu vas me copier. Finalement, c'est ça qu'ils ont fait un peu plus tard. Mais ça pour dire que
en scrollant les forums là, sur community.shopify.com, ça s'appelait pas de même avant, mais on a ouvert un fichier Excel, puis on a quantifié le nombre de fois que ça revenait. Puis après ça, on a qualifié c'est quoi le pain. Est-ce qu'il y a des caractères majuscules? Est-ce qu'il y a des têtes de mort, point d'exclamation, tout ça? Fait que là, on s'est dit, OK. Très cool, ça, d'autres. Dans le fond, c'était juste comme une analyse du data, là, comme j'en ai pas mal dans le livre aussi, de OK, on pense que ça, c'est un travail qu'on n'a jamais fait dans les autres échecs qu'on a eus. Ouais. Puis là, moi, je parlais à mon partner Bogdan, il dit, d'après moi, en 1 mois, je peux bâtir ça. Là, on s'est mis à côté. Lui, il est descendu de Bucarest. On était à WeWork Montréal. Okay. En 3 semaines et demie, on a fait le MVP. On l'a soumis à Shopify, puis le 4 août 2016, ça a été accepté. OK. Ouais. Ça a bougé très vite. Ça a bougé très, très vite. Mais tu sais, au début, là, je te jure, il y en a un screenshot dans le livre, là, c'était gênant. Là. Mettons, je regarde l'interface de l'app, là, c'était un champ, tu décidais l'URL, tu copiais-collais ton code de coupon rabais, puis là, tu pouvais même pas le sauvegarder. Tu pouvais juste le générer. Après ça, il disparaissait. Je comprends. Mais la leçon ici est, quand tu as assez de clients qui souffrent assez fort, puis qui veulent vraiment régler un problème, le fignolage est moins important. Right? Exact. Fait que genre, avoir un UI qui est slick, avec une expérience d'onboarding malade. Mais ça, souvent, tu le lis, tu sais. Puis Mais moi, j'étais conscient de ça. OK. Puis tu sais, j'étais pas un commerçant, j'avais pas de boutique en ligne. Fait que le pain, je le ressentais pas, mais je le ressentais en lisant les commentaires. Ouais. Je te jure. Mais ton exercice de classification de ces plaintes-là, de cette douleur-là est très cool. J'inviterais le monde à genre faire cet exercice-là avant de shipper du code, là, mettons. Là. Ben, tu sais, ça, là, c'est super simple. Là. Tu peux le faire à main. Là. Mais ça, nous autres, on le refaisait aussi la même affaire pour créer le contenu. On checkait le forum de Shopify dans la catégorie promotion ou discount. Ouais. Là, on checkait les questions qui revenaient le plus souvent. Puis là, moi, je m'installais. Puis là, je checkais, OK, lui, il est revenu plus souvent. OK, lui, ouais, ça, c'est vraiment painful. Fait que là, moi, je passais, mettons, un matin ou un après-midi, je faisais une vidéo. Puis j'expliquais exactement comment régler ce problème-là. Puis souvent, je pluguais même pas mon app. Ouais. Mais ça faisait en sorte que là, j'avais amassé assez de points avec le compte de Tabarnak que dès qu'il y avait une nouvelle réponse de Tabarnak dans un des, je sais pas moi, 1500 réponses que j'ai postées, le monde, il savait que c'était crédible, tu sais. Ça, c'est une tactique que tu t'es juste dit, hey, crime, ça fait du sens de le faire comme ça, ou leverager une forme de crédibilité, visibilité dans un forum ou une communauté comme celle de Shopify. T'avais vu ça, d'autres apps le faire, mettons? Dans Shopify, à ce moment-là, je te dirais qu'il n'y a pas tant ou pas pantoute de monde, mettons, en 2016, qui répondait avec une vidéo, mettons, c'est ça. Un commentaire vidéo de YouTube que tu vois, genre, ma face, puis que tu me vois une capture d'écran le faire. Mais moi, ça, je l'avais fait au départ dans l'agence. Dès le début, j'envoyais des soumissions avec une vidéo qui expliquait chacun des points. Puis ça, mes clients me disaient, man, il n'y a jamais personne qui m'a fait ça. Genre, tu sais, à prix égal, même plus cher, ils nous prenaient parce que j'avais pris le temps d'y expliquer pourquoi je vais te charger 500$ pour bâtir tel header avec tel bouton, tu sais. Ah, mais tu sais, on a vu ça, là, puis ça convertit. OK. Fait que là, c'était comme le monde était vraiment... Fait que là, je me suis dit, OK, la vidéo, ça marche. Je vais essayer de prendre le temps. Fait que là, nous autres, ce qu'on faisait, j'avais juste plugué un feed RSS qui se connectait à Slack. Dès que quelqu'un postait une question dans le forum, je recevais notification dans le bon channel que j'avais identifié. Puis là, je faisais, OK, oui, ça vaut la peine. Demain, je fais une vidéo là-dessus. C'est très hot. En fait, je dis là, demain, je fais une vidéo là-dessus, mais là, rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je la fasse tout de suite pour être le premier commentaire. First. Le first. Parce que le first, là, t'en ris, mais le first, va toujours rester le first. Puis quand tu cherches dans un forum, si le first, non seulement t'es first, mais t'es approuvé comme solution, le monde n'iront jamais lire les autres. Oui, je sais, je l'ai vécu, cette expérience-là. Ouais. Moi. Mais c'est ça. Pour répondre à ta question, je suis juste allé avec qu'est-ce que moi, Derek Morin, j'aimerais qu'on m'offre comme réponse ou comme contenu si j'ai une question technique. Puis la question que je réponds pour François, je suis assez comme clever pour dire il y a peut-être 100 autres marchands qui ont exactement la même question, qui vont faire une recherche Google,
qui est indexé d'un top parce que c'est Shopify.com que je vais apparaître. C'est comme un genre de hack pour ranker. Ben c'est ça. Tu sais, c'est comme quand tu as une question sur Reddit là, ou Stack Overflow. Ouais, exact. Puis tu sais, le SEO dans ce temps-là, moi, j'avais une certaine expérience parce que j'avais l'agence, le marketing. Fait que là, dans le fond. On avait vendu un peu de ça? Ou... Ben, tu sais, je connaissais le marketing en ligne, mais c'est pas ça qu'on vendait, mais je connaissais la game pareil. Okay. Fait que, tu sais, moi, j'étais un gars assez méthodique. C'était comme. Il y avait une question, je recevais un Slack notification, je faisais la vidéo, je la postais, je la mettais sur le site, je préparais une infolette avec les 2 meilleures questions des 2 dernières semaines. J'envoyais 2 infolettes par mois, puis rinse and repeat, je faisais juste ça. Tu sais, mettons, je pense que tu voulais peut-être parler d'acquisition, là. Mm-hmm. C'était la seule façon qu'on acquérait des clients, c'était ça, parce que rendu à un certain moment, on a commencé à comme licencier tout le monde de l'agence parce qu'on a focusé sur ce produit-là qui grimpait, mais ça a pris du temps. Mais à la toute fin, on était 2 à temps plein puis 1 à temps partiel. Fait que je faisais tout, y compris le marketing, y compris le support, y compris ici. Fait qu'il fallait que le process d'acquisition soit streamline puis vraiment simple. Fait que, puis efficace. Ouais. Il me reste 2 questions qui sont peut-être aussi des petits voyages dans le temps, dans le passé, pour mieux comprendre où est-ce qu'on s'en va ensuite. La première, c'est toi, ton input dans la compagnie, est-ce qu'il a déjà été très technique? As-tu shippé du code ou c'était pas ça ton input? Moi, dans le fond, tout ce qui était interface, un peu de front-end, mais tout ce qui était design, UX, UI, c'était moi qui le faisais. OK. Puis tout ce qui était code, c'était mon partner Bogdan qui le faisait. OK, gotcha. Ouais. La dernière question, avant qu'on move on dans les autres phases de ton histoire, c'est je comprends encore pas pourquoi le pain de Shopify est venu dans ta tête. Tu buildais-tu déjà des sites Shopify avec l'agence? Non, en fait, on connaissait même pas Shopify. OK, fait que ça revient à l'espèce d'idée un peu ambitieuse de faire une nouvelle plateforme de commerce en ligne spéciale-ish que tu parlais. Puis là, tu as commencé à analyser Shopify puis tu as découvert ce pain-là? Ben, tu sais, nous autres, c'est une bonne question. Tu sais, nous autres, on s'est rendu compte, dans le fond, qu'on essayait de compétitionner une plateforme de commerce en ligne. On a commencé à checker c'était quoi les plateformes de commerce en ligne. À cette époque-là, 2015-2016, Shopify n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Il y avait peut-être 300 000 boutiques. Maintenant, c'est genre pas loin de 5 millions probablement. Là, aux dernières nouvelles, c'est 4 points en tout cas. Puis là, j'ai dit, crème, c'est donc meilleur cette plateforme-là. Mm-hmm. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, au lieu d'essayer de compétitionner Shopify, l'idée de Walsh, au lieu d'être un SaaS ou une plateforme en tant que telle, on va la faire comme plugin Shopify. Ah, c'est là que ça ben là, pour faire le plugin Shopify, j'ai 3 morceaux de robot. Le premier étant comment je fais pour appliquer des codes de coupon rabais pour qu'en temps réel, tout le monde voit une variation sur le prix, tu sais, mettons. OK, c'est bon. C'est cette partie-là que j'avais mal compris. Là, on a lancé... Non, je l'avais pas expliqué de même. En fait, je pense que je me l'ai jamais moi-même expliqué de même. Puis là, dans le fond, une fois qu'on a lancé ça, on avait quand même encore l'idée de faire les 2 autres morceaux, mais avec tout le reste, les clients de service qui existent encore, dont certains que, genre, j'ai appelé puis qu'on a doublé le tarif horaire puis qu'ils ont dit « fine ». Là, je suis là, j'ai pas dit triplé. Fait que là, on avait encore ça. Certains contrats qui payaient genre 100 quelques mille par année. Là, tu te vois mal. Moi, je chargeais 1,99 pour l'app par mois avant parce qu'on pensait que ça valait ça. Vu que ça n'avait pas pris de temps à bâtir, vu que ça ne coûtait pas grand-chose dans le serveur. On a tendance à se dévaluer aussi, je pense. Exact. Mais ça, tu le sais pas. Puis il y a le sentiment d'imposteur. Puis fait que, tu sais, avec tout ça, on n'a jamais fait les 2 autres morceaux. Puis je pense que c'était bien correct. Je pense qu'on aurait dû juste focuser là-dessus le plus vite que qu'est-ce qu'on a finalement focusé. Mais... Je mets une mini pin dans l'histoire d'Automatic Discount, puis je fais un détour par la notion de communauté puis d'entourage. Parce que là, tu me sembles être vraiment un doer, genre, hey man, je vais juste chercher, figure it out, do it myself, mettons, do it yourself. Mais quand on s'est assis sur le divan peu confortable dont tu parlais plus tôt au Web à Québec, tu m'as parlé de 20-20-20, qui était comme une manière un réseau, un networking, une communauté. Puis je veux juste catcher ce côté-là. Puis si ça se passait pendant Automatic Discount aussi. Ça a commencé en fait couple de mois après que j'avais parti l'agence. Moi, j'ai rencontré un gars qu'on a décidé de partir 20-20-20, mais c'était plus cette autre personne-là qui a leadé ce projet-là. Qui était?
qui, en fait, son nom, il s'appelle Hugo. Puis le projet? Le projet, ça s'appelait 2020. Mais c'était quoi, mettons? OK, excuse. Fait que là, dans le fond, nous autres, on s'était dit, faut se faire connaître. On a 24, 25 ans. Ouais. On a une agence web. On n'est pas crédible. Personne ne nous connaît. Fait que là, on a commencé à aller dans des déjeuners de réseautage. Mais là, déjeuner quand tu as 24, 25 ans, c'est de bonheur. Fait que là, mettons, à 6 heures, aller déjeuner au Normandin, mettons, c'était pas mon go-to. Là, après ça, ben là, chambre de commerce, encore là, tu te sens comme, tu sais, j'ai jamais vraiment porté de soude, puis là, il faut que j'aille là, puis là, je suis qui? Fait qu'on s'est dit, fuck it, on va créer nous-mêmes notre concept de réseautage. Très entrepreneur. Puis le concept de réseautage, c'était genre, on aime ça boire du vin, on veut qu'il n'y ait pas trop de monde, fait que 20 personnes, puis on veut que ça coûte pas cher, fait que 20 piastres. Fait que là, on appelait ça 20-20-20. C'était cool. pour fertiliser votre réseau comme de l'engrais. Parce que moi, c'était mon passé aussi, l'aménagement, puis la tonte de pelouse, puis tout. Fait que c'est ça, on a parti ça. À un certain moment donné, mon partenaire Hugo, à l'époque, lui, il faisait juste ça. OK. Ça amenait beaucoup de contrats web parce que là, tu sais, le monde nous rencontrait là. Là, t'es l'organisateur. C'est comme toi, t'as parti, ça se passe, tu me reçois en podcast, ça crée un certain lien de crédibilité. Un peu le même principe. Mais lui, il faisait juste ça parce que c'était rendu dans 10 villes en même temps, le même soir. Genre, il y en avait un au Saguenay, il y en avait un à Brossard, Laval, Montréal, il y en avait un Québec. C'est très cool, d'autres, je trouve. Là, à la fin, on s'est dit, OK, là, 20$, ça marche pas. Là. Je veux dire, on peut pas te payer. De l'événementiel, c'est tough. T'en fais des événements. Là, on a commencé à trouver des commanditaires. On a commencé à charger un frais annuel, comme un SaaS, là, récurrent. Un membership, ouais. Mais, tu sais, à maturité, avant de le vendre, tu sais, on faisait même pas comme 50 quelques mille, tu sais. Ouais. Juste assez pour payer le gars. Il y a beaucoup de valeur qui était générée probablement avec 20-20-20 qui était justement au niveau des connexions, des relations, des opportunités. Exact. Mais c'était avant. Non, c'était encore une fois dans la même Inc. On voulait sauver des frais comptables. Mais tu sais, c'était avant les réseaux sociaux, pareil. Fait que tu sais, le play de dire. Avant les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu dis? Mais c'était pas autant, tu sais, exemple, les podcasts, ça n'existait pas. Okay. Tu sais, en 2012, 2013, 2014. C'est 2012. Ouais, quand on a parti Démo Web, on a aussi parti ça en même temps. OK, je pensais pas que ça datait autant que ça. Fait que là, c'était comme, tu sais, je veux dire, moi, j'avais un compte Facebook, mais c'était pas mal tout. Je disais bonne fête au monde sur leur wall, puis c'était pas mal tout. Tu sais, LinkedIn, c'était vraiment différent de ce que c'est aujourd'hui. OK, bref. Fait que, tu sais, je voyais pas ce play-là de vendre de la commandite pour de la visibilité sur le web, puis ça, c'était vraiment in person, genre style 5 à 7. On va dans une business, ça se passait dans les business. La business avait la chance d'avoir 20 personnes qui venaient, faisaient un petit pitch, là, une petite conférence, puis tout le monde échangeait des cartes d'affaires, se rencontrait. Ça a développé assez vite mon réseau. Ouais, c'est très ça a été bon pour tout le reste. Puis là, vous l'avez vendu, ça? On a vendu à un groupe de... C'est quoi que tu vends? Tu vends le IP? On vendait le concept. Okay. Puis, il y a du monde qui ont payé un petit peu moins de 40 000, 30 quelques mille à l'époque. On était bien contents. Ouais. Mais c'était des planificateurs financiers qui, eux, c'était comme leur façon d'acquérir des clients. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je n'ai pas la date exacte de combien de temps ça a duré après. Okay. Mais on savait, puis tu sais comment c'était tough de l'événementiel. Eux, ils pensaient que ça roulait tout seul. Il n'y avait pas personne qui s'occupait de ça vraiment. Ouais. Fait... C'est ça, juste pour préciser, moi, l'événementiel, mettons, c'est plus accessoire. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie pas de... C'est ça. Genre, mais t'en fais pareil. Tu sais c'est quoi organiser, trouver du monde. Mais c'est juste que genre, on dirait que je t'écoute dire, tu sais, mettons, tu dis, tu sais que c'est tough, puis je me sens mal de juste faire ouais, parce qu'au final, je trouve pas ça tough. OK, mais d'abord, t'en fais peut-être pas comme je pensais. Ben, j'en fais, écoute, man, on en fait, cette année, on va avoir fait 7 shows live. Ouais. Puis 7... Mais je pense que c'est un peu différent, parce que nous autres, c'était une fois par mois. Puis là, il fallait que tu t'assures que le monde y aille. Ouais. Parce que si le monde, si t'arrives là puis t'es 12, c'est plus 20-20-20, là. C'est 12, 20-20. Ouais. Ben, en fait, ça me fait quasiment plus penser aux retraites privées pour fondateurs qu'on fait. Ça, j'ai trouvé ça quand même plus tough à organiser. Ou tu sais, mettons, groupe réseau qui fait un déjeuner, là, puis qu'au lieu d'avoir, je sais pas moi, 12 personnes qui déjeunent, sont 4. Ouais. Yeah. Ouais, la valeur est plus là. Pourquoi je vais au Normandin à 6 heures, là, tu sais. Puis là, souvent, il y en avait, tu sais, mettons, on avait des vignobles qui ont commencé à dire, hey, moi, je veux que tu viennes chez nous, mais ils faisaient ça dehors. Puis là, tu ajoutes le facteur météo au facteur gens qu'il faut qu'il soit là.
T'as comme les deux pires conditions mis ensemble. Ouais, je te file. Non, c'était tough. C'était 10 villes en même temps. C'était, en tout cas, ouais. C'est très cool. Mais c'était pas moi qui s'en occupais. Fait que je dis que c'était tough parce que je voyais comment mon partner travaillait là-dessus puis comment il mettait du temps. Fait que c'est pour ça que je dis que c'était tough. Mais personnellement, non, j'ai pas vécu. Qu'est-ce qu'il a fait, Hugo, après? Hugo, dans le fond, il a continué avec nous autres. Puis en 2020, j'ai racheté ses parts de la business au complet. OK. Got it. Ouais. On reshift à Automatic Discounts. C'est un produit qui vit par-dessus une plateforme. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages quand tu crées quelque chose sur une plateforme existante. Ne serait-ce que l'achalandage sur cette plateforme-là, la distribution puis la visibilité sur les app stores de ce monde, le fait que probablement tu es capable d'avoir de l'info sur ces clients-là, qui ont déjà un profil, puis tu sais s'ils vendent beaucoup ou pas, je sais pas. Mais tu es comme un peu à la merci de ce géant-là, il va-tu copier ce que tu as fait comme app puis la tourner en feature? On en a entendu des histoires d'un avec Shopify. Ça nous est arrivé à nous autres aussi. Ça vous est arrivé, OK. Ouais. Puis, quoi d'autre? J'imagine qu'en termes de terms and conditions, genre le prix, la cote qu'eux autres se prennent, comment toi tu peux faire du cash avec ça? Eux, ils ont beaucoup de pouvoir sur ça, je crois. Ouais. Fait que parle-moi un peu de cette vibe-là, de construire dans l'écosystème Shopify. Tu sais, tout ce que tu viens de dire, tu le sais pas quand tu commences parce que t'es naïf, puis tu te dis, hey, il y a juste du upside parce que je veux dire, j'ai 1200 clients en 4 mois. Tu sais, dans le fond, du 4 août 2016 à Black Friday 2016, donc 4 mois. Tu sais, on avait pas loin de 1200 clients récurrents, là, genre qui payaient. Pas juste des installations, parce que ça, c'était genre 3000 cucs. En tout cas. À 1,99 le mois? Ouais, ben là, rapidement, après ça, on a monté à 3,99. Puis là, à la fin, il y en a qui payaient une couple de 1000 par mois. Ça, on en reparlera. Mais fait que t'as juste comme du upside de dire, hey, le platform effect, dans le fond, ça comble notre lacune de marketing qu'on n'est pas super bon en ads, en ci, en ça. En plus, t'as les reviews, je pense. T'as les reviews, t'as le Shopify Community, les forums qui nous amènent. Fait que là, c'était juste du positif au départ. Ouais, vraiment. Il y avait une cote. Eux autres, ils prenaient 20%. Quand même, ouais, mais je pense qu'à App Store, c'était 30. En tout cas, mais Apple, je sais que c'est nuts, mais Shopify, j'ai aucune idée. Ils prenaient 20%. Jusqu'à temps que Google, Apple et tout ça décident de changer un peu la game. Mais ça, c'était quasiment à la toute fin. Un cadeau du ciel en 2021 ou 2020, 2021, que sur le premier million US que tu fais à chaque année, ils prennent 0. Ça, ils ont décidé ça parce que les autres plateformes comme Google, etc., ils ont commencé à faire ça. Fait que là, ils ne voulaient pas perdre toute leur... Third-party devs. Ouais, exact, qui s'en aillent là. Okay. Mais ça, on a fait un gros bond dans le temps. Mais ça a été longtemps 20%. Puis, c'est quoi le premier des règles, genre de ça c'est moins nice que tu as vécu à propos de builder sur Shopify? Quand ils ont lancé leur propre automatic discount, là, on pensait que c'était fini, nous autres. OK. Donc, on pensait. Dans le fond, à chaque année, ils ont Shopify Unite, puis là, ils annoncent plein de nouveaux produits qui, des fois, arrivent, puis des fois, arrivent pas. Mais la première fois que tu t'en vas à Unite, puis qu'ils annoncent ton propre produit, en fait, c'est la deuxième fois. Ouais. Là, tu dis, OK, on est mort. Mais là, tu ne sais pas que ça se peut qu'ils ne lancent pas. Là, tu parles à du monde. Ah, mais tu sais, l'année passée, ils ont annoncé 100 nouvelles affaires, des changements dans l'API, de nouveau theme store, un nouveau aussi, ça, mais ils n'ont pas tout fait. Ou il y en a qui ça fait 4 ans qu'ils ont annoncé puis ça vient d'arriver. Fait que là, tu te dis, ah, OK, je suis peut-être correct. Mais finalement, ça a vu le jour. Puis c'était effectivement mieux fait que nous autres. Ils ont accès au code. Dans Shopify, je n'ai pas accès au back-end. Je veux dire, j'ai accès à ce que l'API me permet de faire. Fait que là, non seulement les liens appliquaient des codes de coupon rabais, ça, c'était la première chose qu'ils ont fait. Puis un an et demi plus tard, ils ont permis à créer des règles de rabais automatique. Exactement le même process que nous, on a fait. T'sais, nous, quand ils ont créé les liens, on s'est dit, on va faire les règles. Là, quand eux, ils ont fait les règles, on était là, OK, où c'est qu'on s'en va? On avait quand même beaucoup de users. Puis j'avais parlé à un gars chez Bold Commerce, qui était un des plus gros développeurs d'app. Je ne sais pas s'ils sont encore gros ou s'ils sont encore là. Mais lui, il m'avait dit, hey, nous autres, là, on a 3 ou 4 apps. C'est la même affaire qu'un truc gratuit. Mais il y a encore... fonctionnalité native chez Shopify, mettons. C'est la même affaire. Il y en a même que on avait l'app avant que Shopify fasse la fonctionnalité native, mais il y en a d'autres que c'est genre, on a créé l'app après, sachant qu'il y a de quoi de gratuit.
Mais il y a du monde qui sont prêts à payer pour ce petit extrait-là, ou il y a du monde qui ne savent juste pas que ça existe nativement dans Shopify puis qui nous paye nous autres. Là, j'étais là, ouais, vu de même, je suis peut-être pas mort. Okay, c'est chiant à dire, mais on a quand même su créer vraiment des fonctionnalités que, encore une fois, en demandant aux utilisateurs, en continuant de checker les forums, genre, OK, un des gros features qu'on a vu tout de suite après que les règles de Shopify existaient, c'était le gifting, les cadeaux, dans le fond. Puis ça, c'était comme, OK, comment tu fais pour ajouter un item au panier automatiquement sans que le consommateur puisse cheater, puis en appliquer un rabais ou pas, genre style de upsell ou un cadeau. Fait que là, on est allé plus dans cette branche-là. Puis là, de manière, les cadeaux ajoutés au panier, selon certaines règles, c'était rendu un des plus gros use cases qu'on avait. OK. Avant ça, c'était comme, OK, eux, ils permettent le automatic discount, mais ils permettent juste de rouler un automatic discount en même temps. Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs ou est-ce qu'on peut faire un genre de tier pricing, là? Achète pour 100, obtient 10%, achète pour 200, obtient 20%. Là, ça, c'était littéralement notre plus gros feature. OK. Puis éventuellement, Shopify a permis ça aussi. Fait qu'il était tout le temps comme, on essayait tout le temps de... Mais eux, c'est que c'est un avantage pour eux aussi parce qu'ils peuvent voir... C'est ça qui est fucked up avec les plateformes. Ils voient les third-party developers comme toi développer un paquet de fonctionnalités, monter des business là-dessus, voir ce qui marche, voir ce qui est les meilleurs reviews, puis après ça, ils peuvent faire des calls sur leur roadmap. Mais en même temps, je pense que c'était un développement logique. Si nous, on l'a fait parce qu'on a checké ce que le monde voulait, eux, ils savent ce que le monde ils veulent. Ils se font contacter non-stop. Oui, mais il y a une différence entre voir une compagnie profitable basée sur basically une feature, pour eux autres, je parle, puis entendre 100 personnes ou 1000 personnes dire qu'ils ont besoin de ça. Parce que des fois, les voix, même les plus vocales, le monde les plus vocaux, c'est pas tout le temps vrai qu'ils sont prêts à payer puis à mettre du cash ou à utiliser quelque chose. Fait que je trouve que c'est plus rassurant comme data de voir une compagnie comme peut-être, mais moi, j'ai... Mais je parle un peu à travers mon chapeau. Ouais, ben, tu sais, moi, je pense qu'on n'était pas assez gros ou je leur prête des bonnes intentions. Genre, si j'étais eux, j'aurais fait ça. Fait que c'est normal qu'ils fassent ça. Ils n'ont pas fait ça parce qu'ils nous ont copié ou whatever. T'sais, moi, je pense encore ça. Non, mais là, c'est à nous de s'ajuster. Puis en même temps, c'est ça. C'est ça qu'on a fait. Mm-hmm. Mais jusqu'à un certain point que il lançait tellement de développement, de nouveaux trucs non-stop à toutes les. C'était plus aux années, là, c'était aux 6 mois. Le Summer Edition, voici les nouveaux features. Là, nous, notre équipe a diminué parce qu'on n'avait plus de service, donc on n'avait plus besoin de faire des sites web. Puis là, on était rendu 4, 3. Là, on ne pouvait plus keep up. Là. On était comme s'il y a d'autres changements, on n'a plus la main-d'œuvre pour continuer. Okay. Ça, c'était un des downsides de la par plateforme. Rapport à la plateforme. À la plateforme. Fait que la plateforme évolue. L'API, comment tu l'appelles ou whatever, comment l'interface change. Puis là, toi, ton app doit changer avec elle. C'est ça que tu veux dire? Exact. Okay, c'est bon. Il y a des changements qui sont breaking. Là, genre, si tu ne fais pas le changement de l'API, ton app brise pour tous tes clients. Là, ça, on le faisait. Mais il y a d'autres changements qui c'était comme, hey, on a tellement amélioré l'infrastructure de code de Shopify que maintenant, pour ce que ça t'a pris 4, 5, 6 ans à bâtir, ben en 4, 5, 6 mois, quelqu'un peut faire la même affaire que toi. Là, t'es comme, OK, il y a une threat là, il y a une menace là. Là, OK, si en 4, 6 mois, moi, je sais que mon compétiteur en Inde, pour 10 développeurs, moi, ça, lui, il peut en engager 10, moi, je peux en engager 2 pour le même prix ou 3. Donc là, la bataille est plus à armes égales. Puis non seulement tu as une menace de là, tu as une menace de Shopify qui commence à... Exact. Fait que là, il y a des menaces comme... Là. En fait, moi, je te dis tout ça parce que ta question initiale, c'était c'est quoi le downside d'être dépendant d'une plateforme? Il y a ça. Puis il y a aussi le fait, puis ça, je ne le savais pas, mais que j'ai commencé à le savoir quand on a commencé à penser à vendre puis à planifier notre vente, que le multiple est vraiment pas le même d'un SaaS qui a 100% de son marketing et de sa flexibilité et de son billing versus une app sur une plateforme que tu es dépendant. Fait que ce platform risk-là, il est pricé dans la valorisation d'une app comme ça. Ouais, beaucoup. Okay. Ouais. Puis là, quand on dit valorisation, on parle dans l'optique de vendre la compagnie. Oui, exactement. Right? Ouais. Juste avant que tu ailles là, est-ce que c'était fort la compétition dans le app marketplace? Pas avec Shopify. Y en avait-tu beaucoup des joueurs un peu comme tu as De plus en plus, parce que c'était de plus en plus facile de créer des apps. Ouais, c'est ça. Puis Shopify, ils ont tellement un bon marketing. Puis, tu sais, mettons, n'importe quelle recherche que tu faisais sur Internet
qui avaient un lien avec vendre en ligne, Shopify était là, leur blog. Je sais. Fait que là, leur croissance était tellement grosse, le monde voyait ça, là, dans les forums, ça se disait, dans les groupes, de plus en plus de groupes Facebook, avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers de monde qui disait hey, c'est facile de faire une app, voici comment je fais d'argent. Un peu comme on voit, mettons, j'ai commencé mon compte de trading à 4 000, je suis rendu à 200 000. Là, tu vois tout le temps des ads de même. Mais les là, dropshippers aussi pendant le dropshipper, mettons, 2017-2018, le dropshipping, c'était gros. Là, puis les boutiques Shopify, ils poussaient vraiment ça. Puis les apps comme Oberlo qui allaient crowdsourcer des produits, là, dans le fond, que permettait de faire le dropshipping, c'est devenu... D'ailleurs, se sont fait acheter par Shopify, c'est tellement rendu gros. Fait que ça a énormément grossi, puis ça a amené beaucoup de développeurs leur attention de dire « Hey, pourquoi je fais des apps sur Apple ou sur Salesforce ou sur whatever? » Derek, tu as fait du... Ben, tu connaissais le SEO, je sais pas à quel point tu en as fait beaucoup, mais il y a du App Store Optimization aussi. Y avait-tu une forme de ça dans Shopify? Tu pouvais-tu payer pour avoir plus de visibilité? Au début, non, mais en 2020, je crois, ils ont lancé des ads, des publicités. À l'intérieur du App Store. Ouais. Au début, c'était bon, mais rapidement, c'est devenu saturé comme n'importe quelle plateforme de ads. Puis, tu sais, moi, je traquais un peu mon CAC, mon coût d'acquisition, parce que j'attribuais, mettons, que j'ai passé tant de temps à faire telle vidéo, tout ça. Puis là, OK, c'est à peu près ça. On a à peu près tel client. Mais rapidement, le CAC, le coût d'acquisition de ce channel-là de ads est devenu comme... Ça avait comme plus d'allure. Là. Okay. Ça a passé de genre 30, 40, 50, 70 piastres. Là, j'étais comme, OK, c'est quoi le lifetime value de mon client? Là, OK, là, c'est rendu cher à 70. Mais il y en a comme Bold, comme des plus gros qui avaient 10, 20 apps, puis qui ont des grosses équipes qui étaient financés, puis qu'eux autres, ils inondaient. Là. C'était tout le temps leurs apps qui apparaissaient. Là. Ouais. Le support, ça marchait comment? Ça passait-tu par ton genre de compte Shopify Developer ou c'était pas pantoute dans la plateforme de Shopify? Le support, la majorité du support, c'était quand tu es dans ta boutique, là, tu rouvres l'app, là, tu es encore dans l'environnement de Shopify, tu vois ton interface, puis nous autres, on avait un bouton « Ouvrir un ticket ». Puis ça... C'était straight avec toi, direct. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'était pas... Il n'y a pas de particularité au support qui vaut la peine d'être. Ben, la particularité, c'est que j'aurais dû la déléguer bien avant. J'ai toujours fait tout le support. Email et ticketing. Ouais. En même temps, le contenu que tu créais devait être meilleur à cause de ça. Exact. Le contenu venait de là. Dans le fond, moi, mon thinking, c'était genre, c'est mon seul marketing. C'est mon seul touch point avec le client. Sinon, je lui parle jamais. Puis, non seulement le marketing était meilleur, mais aussi les features étaient meilleurs. Parce que je savais quoi mettre de l'avant visuellement, quoi développer ensuite, etc. Ouais. Fait que c'est pour ça que je continuais de le faire, mais c'était comme la moitié de mon temps. Là. J'ai l'impression que ton parcours d'entrepreneur, de fondateur, il y a comme eu, je sais pas comment dire, une genre de bell curve dans même, où est-ce que, vu que tu faisais du service puis que tu voulais grossir, t'as pogné de plus en plus d'employés à l'interne. Ouais. Fait que tu devais de plus en plus être en mode gestionnaire, I guess, à ce moment-là. C'est une bonne assumption? Ouais. Ben, en fait, oui. Puis, jusqu'à ce que... c'était pas juste gestion, c'est de trouver des contrats. Tu sais, mettons, t'as 5-6 gars en Roumanie, tu sais, faut que tu les files, là, tu sais. Okay. Fait que là, c'était plus... moi, j'avais toujours aimé créer des trucs, là, c'était plus vraiment ça. Okay. C'était de la vente, c'était de la gestion, c'était de la psychologie humaine. C'était quelque chose que je suis moins peut-être bon à faire. OK. En fait, que je suis moins bon. Puis que j'aimais pas vraiment faire parce que moi, le fun que j'avais, c'était de travailler avec Bogdan, mon partner, puis de créer des affaires. Là, on travaillait plus pantoute ensemble. Lui, il gérait l'équipe en Roumanie. Ouais. Là, fait que là, on avait perdu ce fun-là. Fait que là, j'étais là, pourquoi je continue à faire ça puis de travailler autant? Puis c'est rendu à un certain point, fin 2019-2020. Puis dans le fond, c'est le début du livre que je peux plugger une fois, comme tu me dis. Vas-y, mon chum, fin heureuse. Dans le fond, le livre, ça part de 2020 à 2022. Puis c'est là, quand on avait plus de fun, qu'on s'est dit, moi puis Bogdan, hey, on retourne dessus comme à la magie des débuts. Ouais, quand on était à WeWork, puis qu'en 3 semaines et demie, on a créé de quoi, puis que quelque chose-là est rendu à genre 6000 utilisateurs, puis que crème, on continue à faire du service, alors que c'est stupide, là, on pourrait juste monter le prix puis vivre de ça très, très bien. T'sais. Parfait. Fait que là, tu fais cette transition-là, puis j'imagine qu'il faut littéralement que tu renvoies des gens.
Ouais. Puis que tu dises à des clients, yo, c'est terminé, on fait plus de service. Genre, fais-moi ce bout-là du chapitre en accélérer un peu la transition vers le produit full. Là. Ben, tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Premièrement, c'est tough, se débarrasser de clients. Je dis débarrasser, c'est peut-être péjoratif, là, mais. Les abandonner. Tu as des employés, tu as des sous-contractants, là, tu te sens responsable de leur gagne-pain. C'est un peu cliché, là, mais tu te dis, bah, allez, il n'y aura plus de pain sur la table pour nourrir sa famille. Mais moi, je le pensais pour vrai. Alors que j'étais complètement dans l'erreur. Il y a un des gars qu'on travaillait avec au Pakistan que quand on lui a dit c'est fini, le gars, il a créé une business qui est montée en 2 ans à 500 employés. C'est genre un joyau du Pakistan, genre. Là, j'étais là. Dans le fond, c'est grâce à moi. Non, mais tu comprends? On a souvent le thinking de dire « Hey, je l'abandonne », alors que non, je le libère pour qu'il s'épanouisse. J'y rends service avec un job de merde qu'il faisait avec nous autres, alors que là, d'ailleurs, j'y ai reparlé récemment, mais il était bien content. Mais... C'est hot. Fait que tout ça pour dire que, c'est ça, la transition, elle s'est vraiment faite lentement. Le premier déclic que j'ai eu, c'est quand j'étais allé à Shopify Unite, ils te donnent un name tag. La seule place que j'avais pour écrire sur le name tag, c'était Automatic Discount. Fait que c'était la seule affaire que j'avais écrit dessus. Pas tous tes autres produits, pas tout. Pas tout. J'ai une agence web, tout ça. Puis le monde, il savait c'était quoi l'app. Puis non seulement il savait c'était quoi l'app, dans cette année-là, on était comme top 100 des apps, puis on était sur le board, sur l'écran géant. OK. Fait que ça, c'était comme le premier indice qu'on a de quoi qu'il y a de valeur, mais ça m'a pris vraiment du temps à dire je délaisse le reste, je slack les employés, je slack les clients, puis je focus là-dessus, jusqu'à un certain trigger qui a été mon 2e enfant. OK. Quand il est né, je me suis dit, là, je peux pas travailler autant. Puis genre, le livre commence de même. Là. En fait, je pense que ça vaut quasiment la peine que je lis la première phrase. C'est « As-tu pensé tirer la plug? » m'a dit mon comptable en fonçant le couteau dans la plaie. OK. C'est exactement ça qu'il me dit après l'année fiscale 2019. Donc là, on est en avril-mai 2020. Ouais. Puis j'étais là, ouais, j'y ai pensé parce que ça a comme pas d'allure. Puis moi, j'ai eu un enfant en 2019, puis ça avait comme plus de sens de travailler tard le soir. Ma blonde, elle est propriétaire de pharmacie, fait qu'elle est retournée travailler très, très vite. Moi, je me levais la nuit, je travaillais, tu sais, ça avait plus de sens. Là. Je travaillais avec le décalage horaire de 7 heures en Bucarest. Tu sais, genre, c'était plus une vie rendue là. Fait que là, je me suis dit, hey, en plus de ça, je fais pas d'argent. Puis en plus de ça, j'ai pas de fun parce que je travaillais plus avec mon partner Bogdan. Tu sais, c'est comme, tu sais, réveille-toi. Là. Fait que ça a été comme, OK, là, à partir de là, on focus sur un produit qui est notre meilleur produit. Puis dès pas mal ce jour-là, je me suis dit, faut que je vende ce business-là. Pourquoi? C'est ça qui me bug, c'est t'aurais pu vouloir créer une lifestyle business ou une business bootstrap super profitable qui focus sur un produit qui était là, Automatic Discounts, puis être super heureux, puis avoir un équilibre travail-famille juste là-dedans. Pourquoi tu dis, yo, va falloir que je la vende? Tu sais, moi, j'avais toujours eu un intérêt pour le monde des startups. Je suis quelqu'un qui aime ça lire. J'ai toujours su que l'argent était dans la vente, dans le exit. Peu importe le multiple, je me disais, OK, au Canada, tu as des avantages fiscaux, c'est ça. Je connais un peu les finances, j'aime ça lire puis apprendre un peu tout. Là. Okay. Puis, il y a aussi le fait que je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. Je savais que, tu sais, moi, là, dans le fond, pendant 1 an et demi, 2 ans, je me levais le matin, à 4 heures. Là, c'est un peu cliché, là, comme les clips des réseaux sociaux, mais je travaillais de 5 à 7 le matin. Je m'occupais des enfants. Moi, il n'allait pas à la garderie. Là, j'avais engagé ma mère. En tout cas, puis je travaillais de 7 à 9 le soir, mais ça, c'était tous les jours, non-stop, 7 jours semaine, là, genre. Fait que je m'étais dit, c'est ça, c'est brûlant. Je sais que je t'offrais pas. Puis ça serait dommage. Puis je connais des gens, dont une personne en particulier, que tu travailles toute ta vie, puis à la fin, tu arrives, puis tu n'as rien. Ça n'a pas marché. Mais pas que ça n'a pas marché, mais tu sais, je veux dire, tu avais une valeur pendant un bon bout, tu faisais de l'argent, mais là, tu n'as pas le fonds de pension d'Hydro-Québec. Je comprends ce que c'est ça. Tu n'as pas capitalisé c'est ou ça, réalisé exact. un peu cette valeur-là. Ben, c'est ça. Puis moi, mon actif, que 100% de ma richesse était dedans, c'était la business. Puis la maison que la banque possédait à 92% à peu près, selon mon hypothèque. Fait que c'est ça. Moi, mon thinking, c'était comme, faut que je vende. Puis comment je fais pour vendre? Ben là, il faut d'abord que je redresse la business. Puis
C'est Gotcha. ça, en fait, que je raconte dans le livre. Parfait. Bon, ben merci. Non, ça, vous irez lire le livre. C'est pas vrai. Non, on va continuer, man, parce qu'il y a des trucs sur lesquels je veux creuser. Je sais, parce que je l'ai en audiobook, moi, le livre. J'ai écouté, je pense, la moitié à peu près. Puis, tu parles quand même de façon très transparente dès le départ du fait que, mettons que tu veux vendre une compagnie, là, une des choses que tu vends aussi, là, c'est l'état ou la santé d'une table de capitalisation, d'un cap table. Ouais. Y a-tu 37 nobody qu'il va falloir courir après pour essayer genre de racheter, de faire signer des affaires de propriété intellectuelle, tout ça, ou c'est assez simple et c'est assez clean? Plus c'est simple et clean, plus ça va être alléchant aux yeux de l'acheteur. Toi, c'était pas juste Bogdan pis toi là, à ce moment-là, right? Non, il y avait ça. d'autres mondes sur la cap table? Il y avait une autre personne qui était Ok. Hugo, qu'on a parlé un peu plus tôt. Ok, c'est bon, c'était Hugo-là. Lui, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, lui, avec la fermeture de la branche de service, lui s'occupait des clients. OK. Là, son rôle devenait de plus en plus désuet. Il le savait. OK. Je le savais. Fait que là, c'était comme... C'était un pote, ça, à la base? Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, pas à la base, mais c'est devenu un bon ami avec le temps. T'sais. OK, got it. Je veux dire, c'était une connaissance à la base. Puis après ça, c'est devenu un ami. Puis là, c'était comme, OK, qui de nous deux part, dans le fond? Parce qu'on n'a plus besoin. Moi, je pense que j'étais plus indispensable à la business. Puis si moi, je partais, Bogdan partait aussi. Fait que Hugo se retrouvait avec absolument rien, une coquille vide. Fait que moi, c'est ça. Ça s'est réglé super bien, pareil. Ouais, OK. Puis à l'époque... Ça c'était long? Non, à l'époque, moi, je voulais y offrir le plus proche du montant qu'il demandait. Même si mon comptable me disait, voyons donc, pourquoi tu fais ça vaut pas ça. J'étais ouais, mais je pense que... J'avais déjà dans l'idée de... Si je le rachète, c'était pas loin de 200 000 $, mais tu sais, ça valait... Je faisais zéro là, à cette époque-là. Mais on avait quand même une croissance avec là, puis c'est ça. Ben, si lui, il a 200 000 clairs dans ses poches, faut que je fasse de l'argent pour me repayer, parce que moi, l'argent que j'y ai donné, c'était tout ce que j'avais, plus un prêt de 50 000 à un de mes chums. OK. C'est ça, je me demandais. Si fait que là, c'est comme, tu sais, l'idée, tantôt, tu me demandais pourquoi l'idée de vendre, c'est comme, OK, là, c'est moins drôle, là, faut que je... Ouais, tu t'es créé un peu un incentive ou une pression à faire aussi. Je me mettais au pied du mur. Dans le fond, Boss je savais que je me connais aussi, puis je savais que, comme un chat, je rebondirais sur mes pattes. Non, mais comme un chat. C'est qui qu'on va là tant qu'à l'avoir Pas Kepsi, mon chat qui ben là, les auditeurs du podcast audio dans leur char ne verront pas, mais ouais, il louche, mais il a des beaux yeux. C'est quoi c'est Pochefist aussi? Exact. Rétropoil 2000. Il y a du placement de produits au pied carré aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est super simple. Tu uploads 5 photos de ton animal. Puis la graphiste a fait tout ça. Comment c'est beau? All right. Fait que là, vous réussissez à vous séparer quand même en bons termes, toi et Hugo. Ouais, vous parlez-vous encore aujourd'hui? Êtes-vous quand même encore? Il y a eu un petit froid quand j'ai sorti le livre. Ouais. On s'est rencontrés, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais non, pas besoin. Il m'a comme dit ouais, ben là, pourrais-tu changer le titre du livre? Parce que moi, c'est pas une fin heureuse pour moi. J'ai dit, bon, ben, tu sais, non, je vais l'appeler quand même comme ça. OK, ouais. Puis là, c'est ça. Moi, quand j'ai écrit Moi, j'ai écrit 3 parties de blog post, 3 articles de blog. J'avais fait même designer une bande dessinée pour l'exit de Snipcart. Là. Puis je me rappelle que j'ai fait approuver les choses que j'avais écrites à tous mes partners, dont 2 qui étaient partis, dont un avec lequel j'avais eu beaucoup, beaucoup de friction. Puis qu'aujourd'hui, on est all good, puis tout ça, mais c'est ça. Il y avait des demandes éditoriales, certaines que j'ai acceptées, certaines que j'ai pas acceptées. Oh, ouais. C'est fucking touché, parce que c'est comme si tu racontes une histoire, évidemment, c'est toi le personnage principal. Puis les autres personnes qui l'ont vécu, cette histoire-là aussi, sont comme, ben là, t'as peu, man. Moi, si j'étais pour la compter, je dirais pas exactement ça, puis tout, mais en même temps, quand tu prends l'ownership, puis l'investissement de la compter, l'histoire, tu racontes comme tu veux raconter, tu sais. Ben, tu sais, j'ai essayé de la raconter de façon transparente, mais effectivement, tu sais, je veux dire, même si tu penses que des choses sont vraies, la mémoire étant ce qu'elle est, peut-être que c'est pas comme ça que ça s'est vraiment passé, puis tu penses que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais lui, ce qui l'a le plus touché, puis je le comprends, c'était comme, il y a des gens qui ont parlé du livre, puis là, ça l'a comme trigger de genre,
hey, t'as perdu tant parce que t'as pas resté jusqu'à la fin. Tu comprends? Ouais. Moi, je disais, Ce écoute. monde-là, son cœur aussi. C'est ça, exact. Je pense que c'est tous des losers qui disent ça, mais là, ça, c'est mon opinion. Moi, je disais, hey, ce que je t'ai donné à l'époque, selon mon comptable et tout le monde qui sont censés, c'était beaucoup trop. Puis si toi, moi, j'avais le double de ses parts. Puis on avait une close shotgun dans une convention actionnaire. Fait que lui, il savait que s'il acceptait pas ça, je trigger la close shotgun. Fait que son seul... il était échec et mat. Fait que la seule façon, c'était qu'il me rachète au double de ce que moi, j'avais offert. Mais là, ça devenait 400 000 argent qu'il n'y avait pas. Puis que même s'il avait emprunté, il aurait hérité de rien parce que Bogdan serait parti avec moi. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit, t'as pris le meilleur de la situation. Puis ça, je t'admire pour ça. T'es ressorti de là avec le plus tu pouvais, puis c'est ça, un entrepreneur aussi, tu sais. Oui. Puis je veux dire, la majorité des entrepreneurs ne vont pas réaliser de gains sur leurs investissements, puis ils vont failer. Lui, il est sorti avec des gains. Là. Exact. Tu comprends? C'est un win. Puis là, c'est ça. Là, ça dépend de ce que tu fais avec cet argent-là. Lui, ça n'a jamais été quelqu'un qui a pris des risques, des gambles, mais tu sais, je ne sais pas s'il l'a placé, investi. Ça, on n'a pas parlé de ça, ça appartient à ça. Mais c'est ça. Moi, je pense que je suis en bon terme. J'espère qu'il est bien avec ça. Je pense que le livre, là, un peu, c'est normal. Ah ouais, ça brasse des affaires. Surtout quand tes parents te disent des commentaires ou tes amis proches ou tout ça. Mais en même temps, ça, c'est je pense que c'est du monde qui ne savent pas à quel point il a bien tiré son jeu en allant chercher le mieux qu'il peut d'une situation vraiment inconfortable et qui était au pied du mur. Ouais, vraiment. Ce qui est tough, le côté... En vieillissant, tu sais, puis Georges, mon mentor, m'a beaucoup appris ça, soit par l'exemple, soit avec des arguments, moi puis lui, ou à le voir aller, c'est que, tu sais, la business, c'est la business, là, genre, puis comme, moi, je suis tellement un émotif, je suis tellement un empathique, j'aime ça, genre, que tout aille bien, d'aimer le monde, que le monde m'aime, c'est important, puis tout, mais man, genre, il y a une partie qui doit être un tantinet froide, puis comme un peu genre, écoute, genre, il y a une valeur de ce qui est généré, il y a des risques qui sont pris, il y a un input, il y a qui a du skin in the game plus que l'autre, il y a des décisions, tu sais, puis comme, c'est ça, man. Mais tu sais, le pire, c'est que quand ça s'est fait, la signature, tu sais, on était dans le bureau de l'avocat, on buvait un café, on riait, tout était beau, là. Il n'y avait pas de gun sans temps, puis il n'y avait pas de personne qui forçait personne. Non, je tout était... Puis en même temps, encore là, tout le monde que je connais, mon comptable, était là, pourquoi tu fais ça? Voyons donc, ferme ça au port de quoi d'autre ou whatever, tu sais. Ouais, non, t'as été très fair, je pense. Fait que, ben, moi, je pense, puis en même temps, j'ai aucun remords, puis je me sens super à l'aise avec ça. Ben non, sinon, on parlerait pas ouvertement non plus. Sans m'étirer là-dessus, je pense que tant au niveau être fair, puis tant au niveau c'est le move à faire pour augmenter mon skin in the game, pour ensuite être 100% committed puis focus sur ça. Je pense que c'était le meilleur move à faire. Puis d'ailleurs, c'est l'étape 1 de 5 du livre. Ouais. Je replug le livre. All right. Fait que je pense qu'on a quand même couvert justement les core motivations de pourquoi tu voulais vendre. Je pense que le portrait est quand même clair. Ce qui m'intrigue, c'est le côté acheteur. Fait que là, moi, mettons, là, tu l'avais-tu lu, mon histoire? Je te l'avais envoyé? Je sais pas. Je pense que je l'avais envoyé. Je me rappelle si t'étais cassé le cou en enseignant de quoi que là, ce qui va arriver, c'est que je vais me faire rembourser mon Audible, je pense, de ton histoire. Ouais, ça se peut. T'as pas lu mon Mais j'ai écouté pas mal de tes podcasts. Puis toi, d'après moi, t'as écouté 0 de mes podcasts. Parce que j'ai pas de podcast. C'est où que je m'en Mais je connais... Les acheteurs. Je connaissais ta business, parce que t'étais dans un monde similaire à moi, mais vas-y, je vais te laisser. Tu connaissais Snipcard? Ouais. OK, je savais pas ça. Ouais. Parfait. On est tight. Ouais, ben nous, là, c'est genre sorti out of nowhere. Puis on a eu des private equity qui nous ont approchés, mais ça a été mostly des acheteurs stratégiques qui nous ont approchés. 3 gros noms, mettons, auxquels je pense. Puis on a vendu à un, qui était Douda. Fait que, tu sais, toi, c'est quel genre d'acheteur qui t'approche ou que toi t'approches pour spécifiquement, genre, un produit numérique qui est une app Shopify, mettons? Ben, je pense que toi, t'avais vendu à une époque que l'appétit pour le risque était élevé, là, dans le high de la COVID, puis que l'évaluation était folle. Moi, j'ai vendu dans la pire période, qui est genre novembre 2022, où est-ce que le stock de Shopify lui-même avait perdu 75%. Là. Puis une des questions des acheteurs, c'était pourquoi j'achète ta compagnie au lieu d'acheter le stock de Shopify qui se trade à 6 fois les revenus. J'étais là, ça serait stupide d'acheter ma compagnie, achète le stock de Shopify. Tu vas faire bien plus de rendement. Mais pour répondre à ta question,
Moi, je me suis fait cold email, cold call par un broker, OK. un gars de Zurich qui s'appelle Attila, What's up? qu'il a fait un suivi par email. Là, j'ai décidé d'y répondre la deuxième fois. Là, un autre email, des bonnes questions. Là, j'ai décidé de prendre un appel. Le gars était vraiment à son affaire. Puis je savais qu'il avait vendu une autre business, une autre app Shopify de quelqu'un que je connaissais pas personnellement. Lui, Mais dans c'était le un milieu. genre d'investment broker. Lui, c'était un M&A advisor C'est bon. de petit business. Tu sais, souvent, les M&A advisors en bas de, mettons, 10 millions sont pas super intéressés Exact. parce que c'est le même travail que de vendre. Ouais. Même Vendre chose pour une- les avocats. Puis... Exact. Ou même un courtier immobilier de vendre une maison à 5 millions à 500 000 fait pas mal les mêmes étapes. Tu sais. Puis la commission n'est pas la même. Fait que lui, il nous avait dit, écoute, c'est risk-free. Tu me donnes 4 à 6 mois d'exclusivité, puis je contacte mon réseau d'acheteurs. OK. Si je vends pas, tu me payes pas, j'ai pas de retainer, je suis juste payé à commission. Puis si dans 6 mois, j'ai rien fait, tu t'en vas. Puis peux même garder tout le matériel des documents pour la vente que j'ai faite. J'étais là. C'est le plus beau pitch qu'on m'a fait ever. Genre, j'ai aucun risque. Ouais. Lui, il t'a trouvé comment? Lui, il m'a trouvé, il allait dans le fond voir. Trending apps sur Shopify. Ben non, mais d'après moi, il les contactait toutes. OK, ouais, il était shotgun, là, genre. Puis c'est ce que j'aurais fait si j'étais lui. J'ai jamais demandé comment exactement, mais c'est sûr que c'est ça. C'est quoi son nom? Attila Hardy. Attila, si t'écoutes ça, tu peux me contacter pour savoir. Mais il parle pas français, mais Harry Capital, ouais. OK. C'est ça. Je pense qu'il était 4-5 employés, mais moi, je parlais juste à Attila, puis il y avait le gars qui a bâti le CIM, là, le document de Ouais. Memorandum. C'est, Confidential Information Memorandum, quelque chose comme ça. Puis, lui, dans le fond, on s'était dit, nous autres, à cette époque-là, on était 2 à temps plein, 1 à temps partiel. Je savais, puis il m'avait dit, puis il avait raison, que c'était énormément de travail, vendre une business, entertainer tout ça, les communications, les questions, préparer les documents, blablabla. Il m'avait dit, moi, je vais m'occuper de tout ça, puis c'est pour ça que tu vas me payer un pourcentage. Puis, peux-tu le dire, ça, ou ça, c'était confidentiel? il demandait 5%, je l'ai négocié un peu, mais en gros, il a fait 100 quelques mille US. OK. Ouais. T'as-tu déjà chiffré la quantité de temps qu'il a mis là-dedans? Il travaillait pas mal. Je sais pas s'il a travaillé pas mal, mais je sais que le document qu'il a monté, il était exceptionnel. Quand moi, je l'ai reçu, j'ai fait... Puis je le dis, c'est même pas une joke, j'ai dit à mon partenaire, j'ai le goût de l'acheter à business. Présenté comme ça. Ça m'intéresserait de voir ça. Ouais, je peux te l'envoyer le C'est document. hot. C'était vraiment hot. Puis j'en ai une page dans le livre. Non, mais tu sais... Hey, d'autres premiers avertissements. Tabarnak. OK. C'est quoi qu'on disait? Là, le sim était vraiment sexy. Ouais, le sim était sexy. Lui, il fait un bon job. Genre, Lui, je savais que, tu sais, lui, il m'avait dit, hey, si tu veux parler à quelqu'un que j'ai vendu à business, voilà son numéro, appelle-les. J'ai appelé le gars, parlé 45 minutes, il m'a dit, j'ai rien à dire, tout était beau, OK, c'est bon. Là, après ça, il a contacté son réseau d'acheteurs. Le seul petit chose que j'améliorais, puis j'y ai dit, c'était la transparence du processus. Oh, OK. Genre, tu sais, mettons, tu crées sur Notion des notes, puis tu m'y partages. Moi, j'aurais aimé ça, exemple, savoir je suis où dans le processus. Tu sais, comme le tracking de ta pizza Domino's, là, il est rendu où? Ouais. Là, il est rendu dans le four, là, il est dans le char. Fait que t'aurais voulu savoir quoi? Mettons, quels yeux ou quelles mains avaient. Ben non, mais mettons, t'as-tu envoyé des courriels à des acheteurs? T'as-tu. Aussi simple que c'est. Lui, il me disait juste, j'ai besoin de telle affaire. Puis là, il me revenait, il y a tel business qui a telle question, peux-tu y répondre? Ou peux-tu prendre l'appel, c'est quand tu es disponible? Il gérait comme un maître de scène. Là. Mais je savais pas, surtout dans la... Genre, OK, j'ai contacté des acheteurs, puis là, bruit de criquet. Okay, là, t'es comme 2-3 semaines plus tard, t'as absolument pas de bruit, pas d'image. Il y a des criquets partout. Il y a des criquets partout. Ah! Non, mais ça pour dire que ça, là, t'étais comme, OK, ben, finalement... Le document était beau, mais il n'y a pas d'intérêt. T'as parlé à combien de monde? Il y a eu plusieurs questions. Honnêtement, je ne sais pas à combien de personnes que j'ai parlé, mais au moins... Face à face? Pas face à face, c'était tout online. C'était tous des acheteurs, surtout des États-Unis. OK. Shopify, c'est là qui sont le plus gros. Puis c'était surtout des private equity, des groupes de capital investissement. Okay. J'ai parlé peut-être à une dizaine, une douzaine. C'est quand même. Ouais. C'est énergivore, sûrement? Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Sur combien de temps?
Sur moins que 2 mois. Oh, Ouais, un quand mois même et demi. vite. Oh, ouais, c'était back-à-back. Là. C'était comme... Même si j'avais un broker, je passais plus de temps à faire ça que d'opérer la business. Ça te stressait dessus, ça? Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ouais. Mais le plus stressant, c'est quand il dit en juillet qu'il a contacté les... Fin juin, qu'il a contacté son réseau d'acheteurs. Puis là, la semaine d'après, tu fais un follow-up. Encore là, tu sais pas qu'est-ce qui est rendu. Y a-tu eu des messages puis il les a filtrés? Y a-tu de l'intérêt? Tu sais, cette transparence-là que j'aurais peut-être aimé avoir. Mais Je comprends. en même temps, lui, il y a peut-être un intérêt à pas faire ça. Mais là, tu te demandes, hey, travailles-tu pour moi? Il travaille pour les acheteurs. Tu sais. Là, tu commences à te poser plein de questions. Là, le mois de juillet passe. Puis là, il dit, le monde sont en vacances. OK? Puis là, le 2 août, on a reçu la première offre. C'était-tu un LOI direct ou c'était quoi que tu as reçu? C'était un LOI. C'était Letter of Intention. Exact. Lettre d'intention. Puis c'était 3 pages. C'était assez Short and simple. sweet. Ouais, 2-3 pages. Est-ce que ça a fini que c'était ça le deal ou t'en as reçu? La première lettre qu'on a reçue, c'était Stay Tuned. Puis c'était avec eux qu'on a signé. On a reçu... Stadium? Non, Stay Tuned. Stay Comme Tuned. tu disais, hey, Stay Tuned. C'est bon. Ça. Stadium Digital. Les autres, c'est un software aggregator. C'est comme ça qu'ils veulent se faire appeler, mais à la base, ils ont de la dette, ils ont des investisseurs, ils veulent des rendements. Fait que c'est un private equity. Got it. OK. Puis, on a reçu 2 autres offres. La deuxième offre était exactement la même que la première. Là, j'étais là. C'est-tu genre la compagnie qui crée 2 brands avec 2 étiquettes différentes puis qui te fait accroire? Illusion de choix. Là. Exact. La même affaire. Le earn-out, le bonus, c'était pas pareil, mais le montant au jour 1 était exactement au dollar près le même. OK. Là, j'étais Ça veut dire qu'il y a des formules un peu peut-être génériques. Il y a des, qui sont là, utilisées. moi, c'est ça. Ça, je connaissais pas ça. Encore là, d'avoir un broker comme Attila, ça m'a permis d'en apprendre énormément. Lui, il savait ça. Il s'était dit, on va peut-être recevoir une 3e offre qu'on a reçue. Il dit, je suis pas mal sûr qu'ils vont essayer de te lowballer. J'y connais, tout ça. Ouais. Fait que c'est ce qui est arrivé. Finalement, en tout cas, je sais pas si tu veux parler de ça, mais finalement, la 3e offre qui était vraiment lowball sont revenus la veille, une couple d'heures avant qu'on dise à Stay Tuned qu'on allait avec eux autres, parce qu'on avait parlé, on avait aimé l'équipe, on s'était dit, OK, on a plus de chances d'avoir notre bonus, ils ont l'air à savoir ce qu'ils font. On a parlé à une compagnie qui ont déjà acheté. Ils ont 2, 3, 4, 5, 6 apps, dont 2 qui sont vraiment cool, parce qu'eux autres, c'est un agrégateur. Ils achetaient des compagnies, c'était ça leur business model, les bundler, les reflipper. Fait que là, on s'en va pour annoncer, celui qui nous avait lowballé arrive avec une offre 50 quelques % plus haute que la première. Là, ça devenait comme financièrement un no-brainer de prendre celle-là. OK. Puis je sais pas pourquoi, mais on n'est pas allé avec celle-là. Et peut-être le côté culturel. Je m'enlève encore pour me finir. Non. Non, en fait, avec eux, quand je parlais au CEO, puis au CFO, puis toutes les lettres, là, toutes ces affaires-là, L'alphabet. j'avais un doute que j'allais être payé. Tu sais, genre, il était derrière. Un gut feeling. Ouais. Puis là, je disais à mon partner Bogdan, t'as-tu ce même doute-là? Il dit, ouais, c'est sûr que le gars qui nous prend l'appel à l'aéroport avec une mauvaise connexion puis qui a l'air un peu de s'en sacrer, oui, le chiffre est beau, mais c'est ça. Exact. Genre, t'as un appel important, tu le prends dans ton char avec ton Bluetooth. Non, man. Une des affaires aussi que moi, j'ai vécu, c'est que c'est tellement facile puis low risk de lancer des prix, des terms, des heures. Exact. Fait que tous ceux qui semblent commit vraiment plus puis avec lesquels tu as un fit, ça vaut la peine quand même de leur donner des points de plus, genre des bonus de plus. Que c'est pas juste à propos de chiffres. C'est ça que j'essaie de dire, genre? Ben, tu sais, nous autres, tu sais, quand tu fais affaire, tu l'as vécu, tu sais, la personne qui est employée par la compagnie qui t'achète, là, tu sais, ça, c'est littéralement un requin, là. C'est un loup, là. Je veux dire, lui, son but, c'est d'avoir le meilleur deal possible. En tout cas, pas dans mon cas. Parce toi, c'est stratégique, les multiples, c'est ça. Les founders. Exact. Genre. Puis ils voulaient. Mais nous autres, c'était pas ça. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est peut-être juste ce gars-là. Mettons que j'enlève cette couche-là. Le CEO, là, mettons que j'y parle, il est-tu comme moi, genre un être humain, ou c'est encore un requin, tu sais? Dans le cas de Stay Tuned, le CEO, le CTO, puis la fille de marketing, il était incroyable. Tu sais, genre, j'avais vraiment une bonne vibe avec eux autres. Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec eux autres. Nice. Puis c'était moins d'argent que l'autre, mais... Y avait-tu une composante de earn-out dans ton deal, toi? Ouais. Tu peux-tu en parler un petit peu? Ou... Ben ouais, je peux en parler. En fait, nous autres... Je sais pas ton NDA à quel point il est béton. Ben, dans le fond, moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai... je le plug encore, mais j'ai pas le choix. C'est correct. Le dernier chapitre qui s'appelle « Vendre »,
j'ai envoyé ce chapitre-là, traduit en anglais, à Serge, le PDG de Stadium. Puis j'ai demandé si c'est-tu correct si je dis ça. Puis j'ai fait signer par courriel que c'était correct. OK. Fait que ce qu'il y a là-dedans, tu peux m'en parler. Exact. Mais le earn-out là-dedans, j'en parle pas. Oh. Mais c'était genre... tu sais, tu peux vu qu'on a eu 3 offres, j'ai vu un peu la palette de couleurs de ça peut ressembler à quoi un earn-out. Est-ce que c'est attaché à des objectifs? Est-ce que c'est attaché à si tu l'as à moins que ça baisse de temps ou tu l'as si tu te rends là? Ou, nous, le earn-out, on s'était dit c'est impossible qu'on l'aille pas. Puis finalement, on ne l'a pas eu. Ouais. Finalement, il y a eu un... Écoute, là, je donne le bénéfice du doute. Ils ont eu un problème entre le mois de septembre et octobre, je crois, avec le billing, l'API de billing. Du jour au lendemain, dans le même mois, ils ont perdu comme 25 ou 30% des revenus de l'app. Jesus. Fait que là, j'ai dit... Moi, j'avais, dans le fond, dans le contrat qu'on avait, j'avais accès encore au dashboard. Je le checkais... fois par semaine. Je suis un peu freak. Là. Avant, je le checkais à tous les heures. Mais puis là, j'ai dit, là, ça n'a pas rapport. Là. C'est sûr que techniquement, là, il y a un problème. Ouais. Ils ont dit non, il n'y a pas de problème, notre gars de CTO. Puis là, moi, j'avais Bogdan qui était encore... On était encore à contrat. Tu as une période d'1 an. En fait, nous autres, la période, c'était 6 mois, mais on avait accepté de prendre 1 an au complet parce qu'on s'était dit, si on reste plus longtemps, à la suggestion d'un des gars qui avait été acquis, qui m'avait dit « Mon seul regret, c'est pas d'être resté plus longtemps parce que j'aurais pu amener la business ailleurs. » On a pris sa suggestion. Finalement, je pense qu'il avait tort parce que plus tu restes longtemps, plus tu te rends compte que tu n'as plus aucun pouvoir parce que plutôt que fake out. On est resté 12 mois, mais moi, après 6 mois, je n'étais plus vraiment dans les opérations. Il m'avait complètement remplacé. Mais Bogdan, il était encore là. Puis même Bogdan avait checké puis il avait dit « Je pense que tout est correct. Je pense qu'ils ont juste... » J'étais « Voyons donc. » Ils n'ont pas perdu 20%, 25% des users du jour au lendemain. Ils disent « Ouais, mais ils ont perdu des grosses boutiques, c'est peut-être ça. » Fait que, finalement, on n'a jamais trouvé le problème, mais ce qui a fait en sorte que le revenu a été sous le threshold minimum pour trigger le bonus, le earn-out, qu'on avait pris pour acquis. Pas dépensé encore, je ne suis pas capable. Mais pas dépensé encore. Mais qu'on s'était dit... En fait, mon partner s'était dit, je veux m'acheter une Porsche, je vais prendre cet argent-là, mais tu sais, c'était un gros montant, là, genre d'un 7 chiffres. Puis moi, je m'étais dit, brainstormer par mon avocat, puis l'oncle à ma blonde, que lui, il voit, c'est aussi un avocat, puis qui voit juste du monde crosser d'autres mondes. C'est ça, des avocats, dans le fond. C'était dit, es-tu à l'aise avec le montant au jour 1? Parce qu'il y a des bonnes chances que tu n'aies jamais le earn-out, même si tu le mérites. Je disais, comment ça, même si je le mérite? Il dit, ouais, mais si tu le mérites puis il décide de ne pas payer, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, c'est ça. Faut t'y poursuivre au Delaware. Ah ouais, exact. Hey, nous, ça avait été grossi. Là. Nous, on avait travaillé très, très fort pour avoir la majorité de la valeur jour 1 en cash. Puis on a réussi. Mais ça, c'est incroyable. Mais ça, tu vois jamais ça, François. On était dans une position de force, nous autres. On voulait dans pas un vendre. Moment, un bon timing. Dans un bon moment du market. Il y avait du budget pour l'acquisition, puis tout. Non, c'est ça. Puis, hats off, man, parce que moi, c'est pas juste moi, là, genre, je veux dire, c'est du monde qui m'ont fait réaliser d'autres ton earn-out, là, avec l'attitude que t'as, Frank, ça se peut que tu fasses pas 1 an, avec les imprévisibilités. Ah, puis probablement que t'aurais pas fait... J'ai fait 1 an et demi, finalement. OK. C'était vraiment une belle business avec du bon monde. C'était moi qui n'aimais pas ça travailler pour d'autres personnes, au final. Mais moi, le calcul était simple. Puis je l'ai dit sur un podcast. Quand notre podcast-là va sortir, il va avoir sorti. Fait que, ce que j'avais dit, c'est que ma formule était super simple. Après 1 an, après la première année de earn-out, si je pars, je veux être millionnaire net après taxe. Si j'ai ça, je prends le deal. J'avais renégocié à moitié du deal pour ça, puis ça a failli péter là. Puis ça, c'est parce que moi, juste noob, jamais vendu de business, jamais géré des montants dans ce genre-là. J'avais comme pas calculé toutes les taxes, les frais qui allaient venir, puis j'avais pas calculé aussi l'incertitude puis l'immatérialité de la valeur des stocks de la compagnie. C'est cool, mais comme... Tu sais, au début, on pensait que ça allait IPO, cette compagnie-là, parce que c'était en growth comme ça pendant la COVID. Mais après ça, c'était le même. Fait que ça va pas IPO. Fait que, tu sais, oui, ils vont essayer d'exit, mais ils vont exit à quel prix à un moment donné? Tu sais, je sais pas, moi. Parce que tu as des stocks avec eux. Ouais. Moi, dans le fond, c'était une grosse majorité qui était cash jour 1. Le reste était en stocks de Douda sur 3 ans.
plus un bonus salarial assez juicy sur 3 ans. Puis ça rentrait par fraction chaque 3 mois. OK. C'est super généreux là, comme deal. Là. Ouais. C'était, honnêtement, là, ils ont été top Good notch. job, man. Good job. Mais tu sais, moi, j'ai vu les offres qu'on a eues. Ça revient à le fait que c'était platform dependent. Toutes les private equity roulaient ces mêmes multiples, les mêmes chiffres, c'est les ça, mêmes c'était MBA en comme tu finance. voyais les mêmes choses. Ben, pas tu sais, mal. mettons, c'était tout entre 3 et 4 fois les revenus récurrents. Ils parlaient Top même, line. ouais, ils parlaient même pas de ton profit, là. Chris, quand même, man. Ouais. Mais C'est pas des mauvaises multiples. c'est des bons multiples si t'as pas sacrifié un peu la croissance des revenus pour la profitabilité. Ah, c'est bon. Tu sais, moi, je faisais 82% de marge nette. C'est sur nuts, une- ça. Sur une pièce, il m'en restait 82 cents dans les poches après avoir tout payé puis tout le monde. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Fait que, tu sais, mettons, exemple, la dernière année, on a fait 1,4 million canadiens, mais j'avais 1,1 quelque chose dans mes poches C'est de malade. profit. C'est malade. Ça, drôle c'est la parce que dernière nous, année. On a fait 1,2, je pense, la dernière année qu'on a vendu. On était à peu près. Mais Chris, vous étiez 2 Ouais, rendu 2,5, là. ouais. Parce que c'était 2,5. Ouais. Parce que vous aviez phasé out du service de tous les autres projets. Puis tout. C'est Ouais. malade, là, dude. Là. Fait Ben, que ça veut-tu dire que vous auriez été. Ça aurait été mieux pour vous autres de genre. Ben, c'est pour ça d'être que. valorisé en EBITDA, genre. C'est ça. Moi, je pensais que ça allait être ça. Mais en même temps, c'était pas cave parce que je me disais, peu importe ça va être quoi, si je vends pas, je fais quand même 1 million par année, tu sais, de profit. Exact, 100%. Plus mon salaire. Ah non. Fait mais j'ai été vraiment surpris que, surtout la première offre qui était low ball, après, ils se sont excusés puis ils ont dit, hey, on t'offre 53% de plus parce que on est retourné voir notre board, on a dit, hey, regardez comment ils font de l'argent. En plus, le CIM, le document, c'était pas basé sur le BAYA, c'était pas sur les bénéfices avant impôts, intérêts, amortisation, c'était sur la SDE, la Seller's Discretionary Earnings. Ça, c'est genre le BAYA, Moins ce que tu fais. moins ce qu'eux, ils supporteront pas comme dépenses. Ton sel, ton char, ton loyer. Eux autres, ils ont tous déjà c'est leur bon. structure de coûts. C'est bon. Fait que là, on est passé à 94%, 93%. Là, le gars, là, Attila me l'a dit, j'ai jamais vu de quoi de même. Là, genre, j'ai jamais vu de quoi d'aussi tight. Mais moi, j'étais rendu psychopathe. Ouais. Là, genre, Mais t'en obsédé parles ça par dans les le livre. chiffres. J'étais Ouais. dans un bout où tu disais, man, j'ai passé au peigne fin tous Tout. mes postes de dépenses dans ma compta. J'ai coupé ce qu'il fallait, j'ai optimisé d'autres affaires. Ouais. Tu sais, t'as eu une genre de discipline financière Ouais. qui, moi, j'ai jamais même pas eu besoin d'avoir ça. Tu sais, c'est t'sais, malade. honnêtement, au personnel, je ne l'ai même pas, cette discipline-là. Ah parce que, ouais? ben, je Ok, je me l'ai, demandais mais si- pas autant. Parce que là, c'était une obsession, littéralement. Là. C'était Ah ouais, hein? ouais, puis moi, je m'étais créé un jeu que j'avais appelé PUR. là. C'est comme qu'est-ce qui est profitable, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est remplaçable, PUR. là. Puis là, j'étais comme. J'écrivais des lettres, je me mettais des notes, j'imprimais mon C'est PNL, malade. mon bilan. Puis là, tu sais, honnêtement, Malade. j'étais freak. Là. Ouais. Tu sais, ça, je recommande pas. Mais en même temps, Chris, tu l'as nailé. si l'as tu fait, cares c'est- pas, tu Ouais. t'améliores pas. Tu sais, c'est comme si Ouais. tu manges n'importe quoi, t'es pas en shape. Non, mais je dis pas ça. Mais tu comprends, c'est comme. Yeah. Fait que c'est ça. Puis là, la profitabilité était excellente. Puis j'étais comme déçu d'avoir tout fait cet effort-là pour ne pas être valorisé là-dessus. Ouais, je comprends. Mais quand l'autre est arrivé, il a dit finalement, on t'offre plus parce que la profitabilité. Puis mon broker, Attila, m'a dit dans la période où est-ce que tu as vendu, il n'y a eu quasiment aucune transaction. D'ailleurs, dans les mois suivants, tu m'avais dit, il n'y a c'est eu malade. aucun IPO en 2023. Il y a eu, tu sais, tout a tombé. Là. Tout était down octobre, novembre 2022. Il dit Fait que t'étais la tight. profitabilité n'a pas été monnayée, mais tu as vendu parce que tu étais profitable. Gotcha. Fait que là, j'étais là, OK. Très hot. Fait que là, j'étais OK. Ça, au moins, ça servait à de quoi? J'ai pas tout fait ça pour rien. C'est insane, dude. Ça veut vraiment dire que tu renais un tight ship avec genre juste les fondamentaux d'une bonne business étaient là pour que tu vendes dans ce creux-là, comme tu Ouais. dis. Mais c'est la beauté du SaaS aussi. Tu sais, je veux dire, tu as des revenus stables, récurrents. Tu as des dépenses qui sont relativement toujours les mêmes à chaque mois. Ouais. Fait que là, OK, là, je paye pour 3 seats sur GitHub dans le temps qui était payant. Est-ce qu'on a besoin de 3 seats? OK, un petit 15$ là. Là, après ça, tu sais, tu vois que le momentum. J'ai toutes mes SaaS licenses puis de couper plein d'affaires. Ouais, Hey ça, man, moi j'ai ouais. la carte de crédit facile, dude, là. C'est ça, exact. L'eau, mais hey, pas de Mais trouble. tu sais quoi le meilleur truc? Mettons, là, tu veux faire de quoi là? Mettons, Cancelle ta carte de crédit. hostie, puis là, va Là, il faut falloir que que tu revoies chacun des fois. Ah, ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Je viens de le faire là. T'es Ouais. sérieux? Ben, je pensais m'être fait hacker. Je viens de voir un truc. Ça fait 3 mois que je paye 27 écucs sur une description qui est un site. Tu sais, là, des fois, si tu as relevé de carte de crédit, il n'est pas écrit clairement, tu es allé sur quoi. Là, je m'en vais sur ce site-là. C'est un algo de trading. Non, je pense pas que j'ai acheté ça.
Fait que là, j'étais là, ding, ding, ding. ben, c'est peut-être un site, exemple, qui s'est fait hacker. Ils ont pris la base de données, ils revendent ça. Puis là, je sais pas pourquoi il a juste dépensé 27, il est cave. Tu sais. Mais peut-être c'est. Là, j'ai demandé à mon partner, c'est pas lui. Fait que c'est peut-être moi. Fait que là, je dis, gars, cancelle la carte, renvoie-moi un autre. Faut que j'aille la chercher. D'ailleurs, j'ai le papier de Pure Leader. Puis. Mais là, ça va bouncer. AWS va bouncer. Oui, il y a des affaires qui vont bouncer, mais ils vont réessayer le mois prochain ou une couple de jours après. Mais là, pourquoi ça roule encore sur tes cartes, ça? Genre, c'est pas l'acheteur. Non, moi, j'ai vendu les actifs. J'ai encore la coquille. J'ai encore légalement la business. Ouais. OK. Parce qu'on avait on a des placements aussi, puis on a une couple d'affaires qui est encore là. OK, Fait que, ouais. Ça, de vendre les actifs, on dirait que mon heuristic ou ma règle de pouce, c'est que c'est plus tough de les valoriser haut quand c'est des actifs versus des actions. Je penserais pas. Normalement, t'es mieux de vendre tes actions, surtout au Canada, avec l'exonération en capital, qui est maintenant rendu à 1,2 quelque chose millions. Dans le temps, c'était 980 quelques mille, 800. Ouais. En tout cas, fait que moi, je poussais pour vendre les actions, mais si tu vends une compagnie américaine, ils veulent souvent rien savoir d'une compagnie canadienne. Surtout quand c'était dans un monde digital que genre, je te transfère Amazon Web Service, je te transfère GitHub, je te transfère mon One Password avec tous mes passwords, puis ta business est vendue. Là. Ouais, nous autres, vois-tu, on a vendu toutes les actions parce qu'ils ont juste respiné une nouvelle Inc. Fait qu'on avait Snipcart Inc. Ils ont créé Snipcart E-Commerce Inc. Puis tous les actifs ont roulé là-dedans. Ouais. Puis il y avait vraiment une corporation en bonne et due forme au Canada. Puis les actionnaires de cette corporation-là, c'était tous les actionnaires de Douda. C'était Douda qui possédait cette compagnie-là. Puis je pense que, justement, là, ben nous, ça nous a fait profiter de ça fiscalement parlant, mais aussi, eux, s'ils veulent claimer tous les crédits d'impôts, puis les subs, puis tout ça, je pense qu'il faut que tu sois incorporé ici. Il y a ça, il y a d'autres choses aussi, mais il y a aussi le fait que tu es en situation de force puis qu'ils voulaient que ça se fasse vite. Ouais. Fait que, tu sais, pour toi, ils savaient que c'était le meilleur move, sûrement qu'ils t'ont fait ça. Nous autres, c'était. Mais ça, j'ai tellement pas porté attention à ça en plus. À Nous autres, là, il n'y avait aucune façon que parmi les 3 offres, c'était deal breaker, il n'y a aucune façon. Parce que, mettons, tu achètes une compagnie qui est. Nous autres, on était incorporés depuis 2010, 2011. Ben là, y a-tu des anciens actionnaires? Oui. Ouais. Y a-tu des squelettes dans le placard? Peut-être. Ouais. Y a-tu des. Mais ça, il a fallu qu'on passe à travers tout ça. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Alors que l'autre, non, tu sais, il t'envoie le LOI. Il check tes revenus dans Shopify. Il check ton code. Fine, transfère-moi ça. Tu connais-tu Tiny? Tiny Capital. Ouais. Eux, ils nous avaient fait une offre en 2000. C'est à Vancouver, c'est tout ça? J'avais parlé au gars, ils nous avaient fait une offre en 2019 pour Automatic Discount. Intéressant. Mais l'offre était tellement rattachée à des milestones puis des objectifs de performance qu'un calcul assez rapide sur le coin de napkin, je m'étais rendu compte que si j'atteins cet objectif-là, plus rentable de la garder que de la vendre. J'étais, mais eux, c'était-tu des actifs qu'ils auraient voulu acheter, tu penses? Peut-être. Ben là, c'était canadien. Peut-être que ça aurait été... Mais je pense, honnêtement, pour eux, il y a plus de downside à acheter des actifs, des shares de l'action que des actifs. Okay. Mais pour nous, je dis normalement parce que moi, ça s'est avéré qu'en ayant un partner non canadien, roumain, qui avait le droit à certains avantages fiscaux de gain en capital que j'ai pu prendre comme piggyback à moi. En tout cas, mon fiscaliste, mon comptable sont forts. Ouais. Je ne sais pas si c'est une zone grise, puis en faisant ce podcast-là, ils vont me faire ramasser. Mais j'ai sauvé beaucoup d'impôts. La compagnie a payé des impôts parce que c'est la compagnie qui a vendu les actifs. Imposé à... Ça dépend du revenu que tu fais. Mais au final, pas tant. OK. T'sais, moi, dans le fond, il m'est resté dans mes poches le montant que je m'étais dit, si j'ai ça, je suis bien content. OK, très cool. Ouais. Le TLDR, excuse-moi, le Actionable, le Insight pour le monde qui écoute, c'est pognez-vous un bon avocat, pognez-vous un bon fiscaliste, c'est pas le temps de cheap out quand tu es en train de vendre quelque chose qui va être life-changing. Nous autres, notre comptable, il avait fait un plan en genre 20 quelques étapes, là, genre pas mal avant la vente. Là, OK, là, il faut qu'on passe à travers tout ça. Là, à telle étape, mettons, l'avocat chipait in, l'autre étape, c'était l'autre. Ça, c'était vraiment bien organisé. Puis ça, très cool. T'as-tu célébré une fois que ça s'est closé? Avec Bogdan, t'as-tu... Ouais, j'étais allé à Vegas avec des chums. Oh, ouais. On pourra faire un autre podcast là-dessus. Mais j'ai pas tant célébré. C'était plus un relief, genre, parce que c'est stressant. Tu sais, c'est quoi? C'est de la job. Mais on est allé en voyage, moi puis Bogdan. OK, nice. On est allé à Istanbul. Ouais, OK. Ouais.
Je suis allé me faire une greffe de cheveux en même temps. Ben oui, c'est ça que tu me contais l'autre fois. Ouais. Ouais. C'est nice, c'était une grosse expérience quand même. Ouais. On a revoyagé. Bogdan, lui, tu pognes une petite greffe sur le side en même temps? Non, il y a beaucoup de cheveux. Ouais, il est correct. Il est correct. Non, mais non, j'ai pas de temps. Tu sais, j'avais fait un podcast avec John Warrillow, je sais pas si tu connais, qui a écrit. T'es allé sur ce pod-là? Ouais, qui a écrit Build to Sell. Ben gros, The Art of Selling Your Business, Ouais. je l'ai speedrunné pendant que j'essayais de vendre Snip. Ouais. Puis j'ai failli aller sur ce podcast-là parce que j'avais. Là, c'est moi qui est cave. Genre, j'avais demandé à une ou deux personnes de me suggérer. Là, tu peux, c'est comme suggérer du monde pour aller sur le podcast. Puis j'ai eu l'interview avec l'espèce de adjoint. Ouais, lui, était super smart, puis tout. Jamais eu aucune news après. Je me suis dit, d'après moi, j'ai peut-être qu'il y a eu trop de pings qui sont arrivés puis qu'il a fait. Ah. Je sais pas. Moi, je l'ai contacté sur LinkedIn. J'ai envoyé une photo avec ses 2 livres. J'ai dit, gars, tu m'as inspiré, j'ai vendu ma business. Il dit, veux-tu embarquer sur le podcast? Fait que t'es sur le feed, là. Ouais, inbox. Non, t'es sur le pod, là. Derek Morin, il est sur ça. Ouais, là, je vais pouvoir aller écouter ça maintenant. Ouais, ça fait longtemps, mais oui. Ouais. Très cool. T'as aimé ça, cette expérience-là? Ouais, c'est ma première fois que je faisais un podcast. J'avais pas un super bon micro. Je pense que c'était mes écouteurs iPod ou je sais pas quoi. Ça sort pas, à comparer de lui, c'est pas sharp. Ça, j'étais un peu déçu, mais ça s'est super bien passé. Mais pourquoi je parlais de John Warrillow? Pourquoi j'ai plugué ça? Ben, je pense qu'on parlait de as-tu célébré? Oui, lui, il m'a demandé. Il me pose ça à toutes les invités. J'ai copié cette question-là pour toi, à lui. Lui, il te demande, c'est quoi ton trophée? Là, il y en a, genre, j'ai acheté un chalet. Moi, j'y avais dit, puis je pense, pas mal sûr, j'ai acheté un toutou. Il était là, what? J'avais acheté un toutou, qui était un orignal, qui était notre logo de Tabarnak. On avait fait un orignal comme logo, parce que c'était un animal du Québec. Puis là, il était là. Oh, mais man, il y a eu un moment awkward. Là, ouais. Je sais pas si c'était live ou si c'était avant ou après, parce que quand il me posait des questions pour me préparer. Puis peut-être que le live me l'a pas posé, mais je me rappelle de ce moment-là. Ouais, c'était ça mon trophée. Mais tu sais, moi, je suis vraiment... T'es pas un dépensier nécessairement que tu semblais me dire. Non. Je suis pas cheap. Je pense que je suis généreux, mais ça me gosse de payer pour de quoi... Tu sais, mettons, acheter un char, ça me gosse. Ouais, je comprends. Tu sais, un char, c'est point A, point B. Okay. Là, je commence à y penser parce que j'ai un char manuel, puis je vais souvent à Montréal ces temps-ci, puis dans le trafic, je commence à avoir un petit mal de dos. Mettons qu'est-ce que tu as fait avec le cash, d'abord? Je l'ai investi, une grosse partie, ouais. Dans? La majorité de l'argent, j'ai investi dans SP500 puis Nasdaq. Ouais, c'est un scam, ça. Mais. Tout le monde me disait, t'es fou, c'est risqué la bourse, le gars. Non, mon bet, c'est si les 500 plus grosses entreprises américaines tombent, mon argent, anyway, vaut rien. Ouais, exact. Fait que, mais t'as-tu. Parce que là, je fiche pour. T'as investi dans les startups aussi? Ouais. Right? Tu veux-tu me parler de pourquoi t'as investi dans les startups? Puis lesquels? Ouais, on pourrait en parler longtemps. Ça fait sûrement longtemps qu'on fait le podcast, mais moi, n'importe quelle question, je suis partant. J'ai investi dans. En fait, j'ai joint Ange Québec. Ah, OK. Tu sais, le life after, quand tu vends ta business, tu l'as vécu. Hein? Ouais. J'ai vécu le mien. Là, mais en tout cas, gars, je vais parler pour moi. Ouais. Premièrement, tu as quelque chose que tu n'avais pas avant, du temps. Ouais. Donc, tu réfléchis. Ouais. Genre, qui suis-je? C'est quoi mon purpose? Là, moi, je commence à faire des... J'ai relu The Why Café, là, genre, juste pour te dire dans quel état d'esprit j'étais, là, puis Paulo Coelho, puis ces affaires-là. Fait que là, j'étais là... non, mais tu sais... Le monde, ils disent « Ah, t'es à la retraite, t'as 36 ans, que ça doit être débile. » Oui, c'est hot, mais tu sais, le mardi matin, j'ai pas d'amis pour jouer au golf. Mes enfants vont à l'école. Ma blonde travaille. C'est pas super hot, non. Je veux dire, il faut que je fasse de quoi, il faut que tu t'occupes. Puis moi, je sais que je suis tellement intense dans certaines affaires. Puis, moi, mon père, il avait un problème de jeu. OK. Fait que je sais que ton esprit, ton cerveau va s'occuper d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. Aussi bien de l'occuper dans quelque chose de productif, de bien, puis pas un vice, mettons, tu sais. 100%. Fait que j'ai joint Ange Québec. Pourquoi? Parce que je cherchais de faire de quoi. Puis je trouvais que l'investissement, c'était cool, puis j'aime le monde des startups. Puis je voulais... Mais pourquoi Ange Québec? Ange Québec, c'est le réseau d'Ange Investissement, d'Ange Investisseur le plus gros au Canada. Ouais, je suis pas mal sûr que c'est au Canada.
Je me suis fait approcher par la fille qui recrute du monde. Je pense que j'avais posté sur LinkedIn, j'avais vendu. Ils recherchaient du monde jeunes, en SaaS, qui ont vendu une entreprise, qui ont le profil plus entrepreneur. Passé une entrevue, j'ai joint ça. Je voulais investir. En fait, en 2023, je voulais faire 3 investissements. Je voulais faire un due diligence, me faire à quelqu'un ce que je m'étais fait faire. Je sais pas si c'était. Non. Non, mais c'est bon. C'est un peu sado, mais. De passer par là. Ouais. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai investi dans 3 business Du Québec. du Québec. Y en a-tu que c'est des purs SaaS? Pur SaaS. C'est-tu tous des non. produits numériques? Ouais, c'est tous des produits numériques. J'ai. Je vais te les nommer. Propulso. Propulso. Oui, j'ai failli travailler avec eux. Ouais. Propulso, ils font, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme le Google Analytics du monde réel. C'est-à-dire qu'ils prennent un agrégé de 3000 ou 5000 cellulaires, puis ils savent que tant de personnes sont allées coucher à l'hôtel à Charlevoix, puis après sont allées là ou ça. Fait que là, Géomarketing. le géolocalisation des géo-indicateurs. OK. Puis là, ils peuvent, dans leur interface, dire est-ce qu'on exclut la route qui, en fait, c'est pas du monde qui ont passé une nuit là, mais tu sais, fait que là, eux, ils font affaire avec des industries du tourisme, avec Trans-Canada Trail, combien il y a de monde qui sont dans les trails, etc. Fait que ça, il y a une énorme valeur ajoutée pour ce genre de business-là, mais ils ont aussi comme client Simons, qui veulent savoir, ils viennent de où le monde, puis ils s'en vont où après. Mais de façon anonyme, là, je sais pas que c'est François qui est allé s'acheter tel genre de T-shirt au Simons. Mais en gros, eux j'ai investi dans une business qui s'appelle Attain, qui aide quelqu'un qui est locataire à devenir propriétaire. OK. Au début, il y avait un deal avec une banque à New York que, dans le fond, quand tu faisais ton paiement de loyer, qui est ton plus gros paiement habituellement, ça impactait ton credit score. Puis tu pouvais gagner jusqu'à 100 points de credit score, ce qui t'amenait à passer comme au crédit puis avoir du financement pour t'acheter une maison. Là, avec le scandale de Silicon Valley Bank, puis First Republic, puis tous ceux qui ont fermé, puis les banques régionales, ça s'est tellement tighté qu'ils ont comme perdu ce deal-là, fait qu'ils ont dû pivoter, puis ils ont fait une app qui s'adresse plus présentement à des courtiers hypothécaires, puis à des gens qui veulent juste savoir c'est quoi la façon la plus rapide de devenir propriétaire quand tu es locataire. Fait que c'est comme un process, un chemin vers la propriété. Puis là, ils sont en bêta, puis en tout cas, j'ai downloadé l'app, je l'ai essayé. C'est vraiment bien. Techniquement, c'est vraiment solide. Très cool. Puis la dernière, c'est A-List, que ça vient d'être annoncé, mais que ça fait quand même longtemps que j'ai investi. Mais je pense que c'est... ben là, je ne sais pas quand le podcast va passer, mais au mois de juin, ils ont annoncé qu'ils ont levé 1,6 million, je pense. En seed? Ouais. En pre-seed ou seed. Mais toi, tu fais partie de cette Moi, je fais partie des 3 seuls anges investisseurs, qui est vraiment un petit... Habituellement, dans Ange Québec, dans les deals, c'est une dizaine et plus qui embarquent dans un deal. Intéressant. Là, il y a juste 3 qui connaissaient ou qui croyaient en cette protection. Que ce soit 3 fous ou 3 génies, on le saura plus tard. Mais moi, le deal avant que j'avais fait avec Attain, c'est un deal que j'ai pas passé assez de temps à checker la business. Puis je m'en suis un peu voulu que genre j'ai embarqué parce que il y avait du monde big qui ont embarqué. Ouais, un effet d'entraînement. Exact. Ce qui est humain, là, je pense. Je sais pas si ça va marcher ou non, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Je dis ça parce que je me suis senti mal de ne pas avoir fait mes devoirs. Autant qu'à Propulso, qui était mon premier investissement, j'étais allé à leur bureau de Magog, j'ai parlé à leurs employés, on a parlé à des clients. Ouais. J'ai fait mon travail là, de due diligence. L'autre, à A-List, je me suis dit, OK, je ne referai pas la même erreur. C'est, eux autres, dans le fond, ils connectent des brands avec des nano-influenceurs, des influenceurs qui ont 10 000 abonnés et moins. Parce que eux, leur pitch, c'est genre, à 10 000 abonnés et moins, ton taux de conversion est meilleur que si tu en as 100 000 parce que c'est du monde assez proche de toi, amis, cousins, comme ça se passe, c'est collègues. Très engagé, très niche. Exact. Fait qu'eux, ils font ça. Puis ça, c'est un domaine que je crois. J'ai adoré Vicky, la fondatrice. Fait que ça, j'ai investi là-dedans aussi. OK. Très cool, man. On va le savoir à l'épisode 507 de Ça se passe si ça... Mais tu sais, c'est pas des gros montants. Moi, j'avais un budget. Comment ça marche en Québec, c'est minimum 25 000. Faut que tu sois
investisseur agréé. Faut Faut pas que tu aies un minimum de net worth aussi? Oui, exact. Pour être un investisseur accrédité par l'AMF, tout ça, je pense que ça prend soit un salaire de 250 000 et plus par année ou en assets plus qu'1 million ou conjointement. Il y a 3 comme règles que si tu passes ça, tu peux investir 25 000, le perdre à 100 % puis tes enfants ne crèveront pas de faim. Dans le sens, c'est pour ça qu'ils font ça, pour protéger l'investisseur qui gamble sur une chose très risquée qui est une start-up. On trouve ça comment, le fait qu'il y ait cette autorité-là qui puisse décider qui peut dépenser son argent et investir ou pas? C'est peut-être un trop gros sujet. Non, mais moi, je pense que c'est une bonne chose, honnêtement, parce que moi, mettons, tu sais, comme là, mettons, dans les 3 investissements, j'ai mis 80 000. Si je perds 80 000, ça ne change pas grand-chose. Mais mettons que j'aurais 200 000 au total, mettons, puis je perds 80, mais là, j'ai perdu 40 tu comprends? Fait que je trouve que c'est une bonne affaire de dire... Parce que même du monde qui ont de l'argent, ça veut pas dire que tu gères bien ton argent ou que tu n'es pas gambler ou si ça. Je comprends. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. OK. On s'en va vraiment sur notre closing. Je suis curieux, une question peut-être un peu plus personnelle, mais pourquoi tu as décidé de raconter ton histoire, 1, puis 2, dans la forme d'un livre? Right? Ça se raconte sur un podcast, ça se raconte au bar, au resto, ça se raconte dans les blog posts, une vidéo. Pourquoi un livre? Puis pourquoi le faire tout court? Ben, tu sais, moi, j'ai étudié en journaliste parce que j'aimais écrire. J'ai toujours aimé raconter des histoires, mais j'aime le process d'écrire, de m'asseoir, de penser à des affaires, d'écrire avec un crayon. T'as écrit ça avec un crayon? Beaucoup de chapitres, ouais. Intéressant. Ouais. J'aimais écrire sur mes bilans financiers, j'aime ça, le contact, le fait de me lever le matin, boire un café, faire ça. Puis le livre, c'était comme une thérapie pour moi parce que je l'ai fait durant ma période de transition après qu'on ait vendu. Puis c'était difficile de dealer avec du monde que, à la limite, ils s'en foutent un peu de ce que tu dises, puis tout ça, puis ils changent tous tes processus parce qu'eux, ils ont leur façon de faire. Fait que là, j'étais là... Les acheteurs, là, tu parles. Ouais, exact. Fait que là, j'étais là, OK, ça me prend quelque chose que j'aime faire. Fait que là, le matin, je faisais ça. Je me levais, j'écrivais. Intéressant. J'avais beaucoup documenté le truc parce qu'on avait bien préparé sur pas loin de 2 ans la vente, tu sais. Puis dans le passé, moi, j'avais écrit un autre livre qui n'a pas été publié, mais que c'est un projet à venir probablement. Puis dans ce cas-là aussi, qui était l'histoire de mon père qui a tout perdu à cause d'un problème de jeu compulsif, dans ce cas-là aussi, c'était une thérapie. Puis là, j'ai comme fait, hey, je pourrais comme écrire. Ça serait une genre de façon de tourner la page. Là, littéralement. Puis de dire, gars, j'ai vendu mon bébé, mais c'est fini. Il est là, il est dans le livre. Puis that's it, le prochain chapitre de ma vie... Fait que c'est pour ça le livre. Mettons que je creuse, puis n'hésite pas à me dire non pantoute, Frank, t'as pas rapport, mais il n'y a pas une partie de toi aussi qui voulait cimenter ou asseoir une certaine crédibilité de genre, hey, je l'ai faite, puis voici une preuve, man, en bonne et due forme? Il y a sûrement une partie de moi. Mais c'était pas le main driver. Mais je te dirais que je suis pas. Tu sais, je suis pas le genre de personne qui va dire. Hey, check, je l'ai fait, I made it. Parce que, à la limite, j'ai pas besoin de ça parce que I made it. Je veux dire, j'ai pas besoin de plus d'argent, puis j'ai pas besoin de me prouver parce que j'ai excessivement confiance en moi. C'est hot. Mon père avait excessivement confiance en lui. Mon père, c'était dans les années 80, en fait, en 1983, il était le meilleur vendeur d'assurance au Canada. Oh boy. Tu sais, genre, il vendait là, genre à tout le monde. La ville de Belleuil-Saint-Hilaire, je pense qu'il y avait 3000 clients, puis je pense qu'il y avait à peu près 25 000 habitants. Fait que, ça pour dire que la raison, c'était, 1, c'était une thérapie, puis 2, c'était comment que je fais pour avoir une carte de visite, pas pour vendre des conférences, des formations, du coaching, comme, puis je dis pas ça pour rabaisser ou être péjoratif pour les autres auteurs. Je comprends qu'un livre, c'est pas payant. Je veux dire, même si j'en ai vendu quand même pas mal, c'est pas payant. Tu sais, je veux dire, à 10%, mettons, tu es édité puis tu fais 10%, tu fais 2 piastres sur un prix de vente à 20, faut t'en vendre pas mal.
Fait qu'ils font d'autres choses, qu'ils monétisent, puis ça, c'est leur carte d'affaires. Mais moi, je cherchais une carte de visite. Comment que moi, je pourrais aller sur le podcast Ça se passe, mettons. Tu sais, j'irai pas là si je fais juste dire « Hey, j'ai une histoire cool, tu sais. Prouve-le que t'as une histoire ou... » Non, t'aurais pu venir. Non, mais... C'est assez hot, là. Mais ça m'a permis de contacter du monde que je me serais senti mal, peut-être le sentiment d'imposteur, ou j'aurais pas été prêt à les contacter si j'avais soit rien à leur offrir ou à leur donner ou à leur parler. Parce que moi, quand j'ai lancé le livre, j'ai fait 275 vidéos personnalisées one-on-one. Salut François, j'écoute ton podcast, nanana. J'ai sorti ça. Puis ça a vraiment bien fonctionné. Très, très time-consuming. La mienne a landé dans le spam, bro. Ouais, peut-être. Mais au début, j'avais commencé à envoyer dans LinkedIn, puis je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui lit des messages inbox LinkedIn parce que c'est juste des sales navigators, puis tout ça, des chasseurs de tête, toutes ces affaires-là. Mais à date, j'ai contacté, je pense, la moitié des membres d'Ange Québec, puis il y a 230 membres, one-on-one. Puis là, je me présente. Fait que là, si je vais à un événement... Mais si t'as rien à prouver, rien à vendre, pourquoi tu fais ça? Ben moi, je Pour créer des opportunités, genre? Créer des opportunités puis rencontrer du monde. Le même titre que j'ai parti... La même raison que j'ai parti 20-20-20 pour trouver des contrats. Moi, j'étais là, je vais essayer ça, puis peut-être que... Parce que dans les 3 investissements que j'ai faits avec Ange Québec, j'avais la naïveté ou l'impression qu'il allait avoir besoin de mon aide, puis mes skills, puis pas juste mon argent. Ils m'ont pas laissé prétendre que c'était ça qu'ils avaient besoin, mais moi, je pensais que c'était ça. Puis j'ai rapidement dit, non, dans le fond, ils ont besoin d'argent. C'est des jeunes loups, affamés, puis ils ont leur plan de match, puis moi, je suis déjà un has-been vieux, puis ce que je dis, ça les intéresse pas. Fait que, c'est ça, je me suis dit, je veux rencontrer d'autres opportunités, d'autres mondes, continuer à élargir mon réseau, parce que le réseau que moi, j'avais, mettons, là, je sais pas moi, 12 ans que j'ai développé avec 20-20-20, ce monde-là sont soit à retraite ou sont plus dans le game. Là. C'est tout du nouveau monde que je vois, mettons, passer ces réseaux sociaux, que probablement qu'il y avait 12 ans quand moi je développais mon réseau. Là, fait qu'il il était pas dans le game. Fait que on change comme la batch, puis là, c'est une nouvelle batch, puis il n'y a personne qui me connaît. Puis je suis vraiment content. Ça marche parce que dans un certain point, c'est comme du content marketing, un petit peu ce que tu as fait. Tu as dit, yo, moi, je veux des opportunités, je veux développer mon réseau, tout ça. Je vais vous donner de la valeur pour ça. Je vais créer un artefact, raconter une histoire, la packager comme du monde. Ça va soit vous divertir, vous éduquer, ou le monde dans votre réseau, ça va vous divertir, vous éduquer. Puis après ça, on peut avoir une discussion, une relation qui commence. Fait que c'est très cool. Mais tu sais, honnêtement, il y a aussi le fait que j'aurais aimé que le jeune de Rec, il y a 3 ans, lise ce livre-là. Parce que je pense, là, c'est sûr, je suis biaisé parce que c'est moi qui l'ai écrit, je pense qu'il y a beaucoup de valeur dedans. Puis. À date, je dirais oui. OK, bon, ben c'est bon. Mais la fin est encore meilleure. Mais. Mais tu sais, cette stratégie-là, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais ce désir-là d'élargir mon réseau puis de rencontrer, ça fonctionne, puis ça a vraiment fonctionné, puis concrètement, tu sais. J'ai rencontré quelqu'un que tu connais, qu'il a acheté le livre, il a lu le livre, puis c'est de même qu'on a commencé à jaser parce qu'on s'est rencontrés sur un podcast, parce que j'allais faire le podcast sur le livre, puis là, je suis en train d'investir. C'est pas encore fait, mais probablement que quand ça va être diffusé... Est-ce qu'on peut en parler? Ben oui. Ouais, j'espère. Faisons l'ouverture sur un peu ton futur, puis ce next move-là, mettons. Ouais. Vas-y. Ben, j'ai investi dans Poche et Fils. Ouais. Que les deux, on porte du Poche et Fils. La poche. Puis le rétro-poil de chat. Poche et Fils, je pense qu'ils ont un super beau brand. Ils ont connu des grandes difficultés financières. Ouais, Anto, il en a parlé pas mal. Il en a parlé des réseaux sociaux. Puis là, on va relancer une nouvelle série plus transparente, plus honnête de ce qu'on est en train de faire pour on redresse ça. Le rebuild in public. Ouais, on appelle ça on redresse ça. Dress dans le sens de s'habiller. Asti, c'est bon. Puis dans le fond, je veux implémenter la méthode fin heureuse dans leur business. Puis il y a aussi la partie humoristique ou genre... que moi, j'ai toujours eu un projet à long terme d'essayer de combiner le monde sérieux, rigoureux de la finance au monde stupide, nonsense de l'humour. Ouais, j'adore. Au niveau business, là, pas genre je suis un humoriste puis je vends des billets, je fais de l'argent. Là, genre comment qu'on peut monétiser nos niaiseries ou comment qu'on peut monétiser un produit qui a soit qui est loufoque
mais qui se vend pareil, ou que le marketing est tourné en blague, puis que c'est ça qui vend. Ouais, j'adore. Fait que c'est ça qu'on veut faire. Puis le personnage de FDB est l'exemple suprême de ça. Fait qu'il y avait plusieurs affinités qui ont fait en sorte que on a commencé à jaser, puis que là, c'est en train de se faire. C'est très cool, dude. Ouais, je suis Vous êtes content. 2 récentes connexions dans mon réseau qu'à date, j'ai vraiment du fun puis un respect qui se développe pour ces deux-là. Fait que de voir que vous craquez de quoi ensemble, là, c'est excitant, man. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Ben, tu sais, moi aussi, man, puis c'est ça, je pense que c'est un bon gars. Puis moi, j'avais vu son histoire, ça m'avait touché. Je disais, comment qu'un brand qui se prend pas au sérieux a grossi à genre quasiment 4 millions de chiffres d'affaires. La COVID frappe, tu perds la moitié de tes revenus. Tu perds les Simons, les Sport Expert, tout le retail. Là, Simons est revenu, mais tu passes de 30 employés à 10. Là, c'est comme, OK, là, il y a... Mais, il y a quelque chose. Tu sais, mettons, on dit souvent en bourse, buy the dip. Là. Mais moi, je buy the dip. moi, j'arrive dans le dip. The real life FDB. Ouais. Dude, asti, avec tout le placement de produits de Poche et Fils qui s'est passé, man, je peux pas croire que je les ai achetés, mes t-shirts tantôt. Si t'écoutes ça, envoie-moi des t-shirts. Je pense que tu l'as eu gratuit, celle-là. Non, man. Pas vrai? Ben non, man. Je l'ai dit, Chris, j'ai dit, on fait le show avec FDB au WAC. Je vais encourager, je vais comme rapper. Je suis allé, puis je me suis dit, je vais essayer l'expérience Poche et Fils, je l'ai jamais faite. Fait que j'ai customement. Ça, c'était le genre de truc FDB. Ouais. Je m'en suis fait un autre que c'est genre un gros gorille blanc qui fait ça de même. Ouais. C'est comme mon espèce d'avatar au gym. Fait que c'était cool, ça a bien marché, man. Puis les tees, ils fit bien. Ouais. Ben, tu sais, honnêtement, je l'ai payé moi aussi, celle-là. Ouais, bon, parfait. On a des... Mais en fait, les vrais chums, c'est ça que ça devrait faire, dans le fond. Exact. Ça devrait pas. En fait, c'est pas vrai, j'ai menti. Ma blonde m'a offert son chat que j'haïs. Ben non, je l'aime, mais c'est amoureux, qui est très vocal, qui crie tout le temps comme ça. Elle me l'a offert pour la fête des pères, puis elle a ri. Fait que c'est elle qui a payé. Très cool. Ouais. Derek, t'as-tu des shameless plugs pour finir? Je n'ai assez plugué. Puis tu m'as pas permis de plugger encore mon livre. Ben oui, mais c'est ça, c'est quoi l'URL? C'est quoi le... sur Amazon. Fait que Amazon. Derek Morin ou Fin Heureuse. Ouais. Parfait. Derek Morin, Fin Heureuse. Le design est vraiment cool. Merci. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai crowdsourcé le design sur 99 Design. Ah ouais? On avait fait ça pour Grip, puis on n'avait pas... mais ça le fait. Il y a maintenant, son Smart, ils ont mis plusieurs pricing. Si tu cheap out et tu prends le moins cher, tu as la moins bonne qualité. Mais si tu prends des designers plus experts... Intéressant. Ouais, ils sont rendus pas pires. Fait que sinon, Derek Morin sur LinkedIn, le monde peut se poker s'ils ont des questions sur app Shopify, sur vendre, sur écrire, sur le futur avec Anto, avec Poche et Fils. Ouais, là, j'ai commencé à faire une couple de vidéos sur TikTok, tout ça. Là, j'ai pris une petite pause parce que j'étais bien impliqué dans la transaction avec Poche et Fils. Ouais. Mais là, on va recommencer. On dresse ça, je vais apparaître. Je vais peut-être apparaître sur le podcast aussi, Jour de paye qui s'en vient. On va essayer une couple d'affaires. On travaille beaucoup ensemble. Le show 2C Montréal, on est en train de monter ça. Mais Poche et Fils, honnêtement, je souhaite que ça marche bien. C'est cool. Moi, c'est nouveau pour toi aussi. C'est complètement... Je connais rien, là. Je connais rien du retail, je connais rien de la guenille, je connais rien de ce monde-là, de la production, comment coudre des affaires. J'ai essayé, en tout cas. Moi, j'apprends, l'équipe est cool, puis on va voir. Là, je suis encore dans lune de miel. Peut-être que si on refait un pas, demander parfait, man. Ben écoute, t'avais-tu d'autres choses? Non, mais je pense qu'on a fait. On a fait un gros tour. C'était le fun en calice, par exemple. Merci, man. Merci, mon lieu. Merci, François. Merci.